Bonsoir à tous, merci de nous accompagner pour cette dernière partie du Forum européen de bioéthique qui fête cette année ses 10 ans sous la thématique de quel humain pour demain. Alors avant de présenter la table ronde, les intervenants et de les laisser parler bien évidemment parce que c'est pour ça que vous êtes là, je voulais pour vous mais également pour les internautes qui nous suivent nombreux sur les réseaux sociaux, faire juste les remerciements parce que lorsqu'on les fait à la fin, c'est toujours un petit peu ennuyeux. Donc je vais prendre pas plus d'une minute pour remercier les partenaires, les collectivités. Donc j'ai nommé Strasbourg, Eurométropole et la région Grand Est qui nous ont soutenus depuis le début et sans qui rien n'aurait été possible. Et tous les autres partenaires qui nous ont déjà fait confiance pendant 10 ans et on l'espère encore pendant au moins 10 ans. Je voudrais remercier aussi l'équipe d'organisation, ces bénévoles sans qui rien ne serait possible. Et bien entendu, au premier lieu, Israël Nizan, qui nous apporte toujours toutes les idées, les contacts et plus encore. Raphaël Bloch également dans l'organisation, qui heureusement est un trésor d'ingéniosité et d'organisation. Et Maud Nizan, qui nous apporte son soutien depuis le début et sans qui ce serait beaucoup plus compliqué. Un mot pour Boulevard des Productions, Georges, Evelyne, Léa et tout le reste de l'équipe, merci infiniment. L'équipe de communication, l'équipe de Goodway, Thomas, Jennifer, Christophe et tout le reste de l'équipe également. L'équipe de GVS, de la sécurité, avec qui on se sent justement en sécurité. Un grand remerciement aussi à toute l'équipe de la ville Eurométropole et en particulier Jean-Jacques qui se reconnaîtra et qui est à nos côtés depuis 10 ans. Bien entendu, un mot aussi pour la librairie Kléber et François Wolfermann qui laisse toujours à disposition une partie de sa bibliothèque pour présenter les livres des orateurs. Les orateurs, sans qui rien ne serait possible, qui se déplacent bénévolement, qui viennent au forum pour nous divulguer un petit peu, nous donner un petit peu de leur connaissance, et bien entendu le public qui se déplace, qui fasse beau, qui fasse moins beau, qui soit tôt, qui soit tard. Donc voilà, merci à vous tous, sans quoi rien ne serait bien évidemment possible. Alors, quel humain pour demain? Alors on a évoqué pendant déjà toute une semaine un certain nombre de caractéristiques de l'humanité ou de l'être humain qui serait peut-être en train de changer en se demandant est-ce que ça va modifier sa nature humaine, la manière dont il communique, la manière dont il s'informe, la manière dont il se soigne, la manière dont il se reproduit. Toutes ces questions, on l'a vu, nous donnent parfois un peu le vertige et finalement, la réponse qui revient le plus souvent, c'est quel humain pour demain? Un humain. Parfois redevenir humain, comme on en a discuté hier soir. Mais il est un attribut de l'humanité qui est particulier, qui est la sexualité, dont on a déjà parlé à plusieurs moments. Et c'est vrai que l'avenir est aussi vertigineux que lorsqu'on parle de sexualité, que ce soit par l'intelligence artificielle, que ce soit par les robots. On a l'impression que la sexualité, elle aussi, va se métamorphoser. C'est pourquoi, pour discuter de toutes ces évolutions possibles, souhaitables ou pas souhaitables, nous avons convié ce soir Agnès Giard, qui était déjà présente il y a quelques années, qui nous avait étonnés par sa description de certains robots sexuels au Japon, qui est chercheuse au sein d'un groupe de recherche qui travaille sur l'industrie des simulacres affectifs, épouse holographique, partenaire numérique, poupée vocale, clone post-mortem, essentiellement dans le contexte du dépeuplement du Japon. À sa gauche, Serge Tisseron, qu'on ne présente plus, qui est psychiatre, psychanalyste, auteur de nombreux livres, dont Le jour où mon robot m'aimera, vers l'empathie artificielle, mais également des livres sur l'utilisation des écrans, dont on a parlé un petit peu plus tôt. Et enfin, à sa gauche, Carole Burté, qui est médecin, qui a un DU d'andrologie, de sexologie, qui dirige l'enseignement du diplôme interuniversitaire de sexologie et d'oncosexologie à la faculté de médecine de Nice, qui est présidente du syndicat des médecins sexologues et secrétaire générale de la Société francophone de médecine sexuelle. Merci à vous pour votre présence. Et nous allons commencer par évoquer avec Agnès Giard une expérience, ou en tout cas quelque chose que vous avez étudié au Japon. Je pense que personne d'autre que vous ne pourra nous en parler ce soir, donc je vous laisse la parole avec plaisir. Merci beaucoup. Oui, c'est le résultat d'une recherche sur laquelle je travaille depuis environ 4 ans. Donc, ça se passe au Japon. Ah, merci beaucoup. Ça se passe au Japon et comme d'habitude, on se dit, ils sont fous ces Japonais. Alors, en fait, non, je vais essayer d'expliquer pourquoi. Donc, au Japon, des millions d'hommes, mais surtout de femmes, s'amusent à simuler des relations amoureuses avec des personnages fictifs.
Ces femmes et ces hommes désignent leur personnage favori sous le nom de Danna-sama, mon époux, ou Dore Yonome, mon épouse. L'un des plus célèbres au Japon est Honda Toru, qui a épousé l'héroïne d'un dessin animé, Kawana Misaki. Avant d'expliquer les causes du phénomène, j'aimerais d'abord en résumer l'histoire. Donc, en 2005, Honda Toru publie un manifeste, Denpa Otoko, l'homme des illusions, annonçant ce qu'il appelle la révolution de l'amour. Honda affirme que l'amour pour un personnage fictif est révolutionnaire dans le sens qu'il participe d'une forme d'émancipation, car il permet de se soustraire aux normes sociales et aux assignations de genre. En octobre 2008, un nommé Taichi Takashita lance une pétition pour demander que le gouvernement japonais légalise le mariage avec des personnages. La pétition est signée par 1000 personnes en une semaine, mais échoue à atteindre l'objectif du million de signatures. En septembre 2009, la firme Konami lance Love Plus, un jeu de simulation amoureuse qui propose 3 petites copines virtuelles au choix. Le mois suivant, en octobre, un homme évite de peu le divorce car sa femme l'accuse d'être adultère. Elle a découvert qu'il entretenait une relation avec Nene Anegasaki. Un mois plus tard, un fan du jeu Love Plus, connu sous le nom de Saru Kyusen, épouse Nene Anegasaki à l'Université de technologie de Tokyo lors d'un événement retransmis en direct sur Nico Nico, une plateforme internet regroupant plusieurs millions d'abonnés. En juin 2017, le studio Hibiki Works organise un mariage en réalité virtuelle pour les adeptes du jeu Niizuma, ma jeune épouse. La cérémonie se déroule dans une chapelle de location, en présence d'un prêtre chrétien fictif, pour une centaine de fans qui, à raison de 5 minutes par personne, ont juste le temps d'échanger leurs vœux avec leur idole et de l'embrasser. Une employée presse un marshmallow contre leur bouche afin qu'ils aient la sensation physique du baiser. Après quoi, ils ont le droit d'emporter leur marshmallow à la maison. Alors pourquoi un marshmallow? Parce que on dit au Japon que les vierges ont la salive sucrée. Le 9 mars 2018, la firme japonaise Voltage offre à son tour aux femmes la possibilité d'épouser leur personnage préféré dans une église en réalité virtuelle. En novembre 2018, Kondo Akihiko, 35 ans, travaillant dans le personnel administratif d'une école près de Tokyo, épouse Hatsune Miku. Quand je le rencontre 2 jours après la cérémonie, il affirme faire partie d'une minorité sexuelle, celle des personnes souhaitant vivre avec un personnage. Cette forme d'amour n'est pas plus condamnable qu'une autre si elle rend heureux, dit-il. On se sent en tout cas moins seul avec un personnage fictif. Au Japon, bien qu'il s'agisse d'une pratique marginale, le fait de s'unir à un être fictif relève du phénomène de société. Ce phénomène a été baptisé, non sans ironie, air amour, l'amour d'air par allusion à air guitare. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc on joue en playback en faisant semblant de manipuler une guitare électrique. L'air amour s'appuie sur une scénographie hyper codifiée qui présente ceci de séditieux, qu'elle tire des interactions sentimentales la matière d'un simple amusement. Dans la réalité, les rituels de séduction permettent aux institutions de remplir leurs fonctions. Quand 2 individus se rencontrent, c'est idéalement pour fonder un foyer, une unité reproductive. Dans le cadre d'un jeu qui offre à épouser un personnage numérique, l'institution du mariage devient une coquille vide. Sous sa forme ludique, le rituel amoureux ne reproduit formellement l'ordre social que pour mieux s'y soustraire. Cette scénographie jouissive, affranchie des responsabilités sociales qui accompagnent généralement le fait de s'investir dans une relation, fait de l'air amour le moteur d'un dérèglement dont les autorités ne manquent pas de s'inquiéter. La pratique de l'air amour n'a en effet rien d'innocent. D'après les dernières statistiques, les Japonais pourraient perdre 1/3 de leur population en âge de travailler d'ici 2040. Dans ce pays frappé par une forte dénatalité, les célibataires sont volontiers désignés comme coupables, surtout ceux qui s'amusent sur des smartphones ou des consoles. Il se trouve
que les nouvelles générations ne veulent ou ne peuvent plus se marier parce que le mariage repose sur un modèle désormais inadéquat. Ce modèle, c'est celui de l'homme au foyer qui assure la principale source de revenus. Et évidemment, pardon, j'ai dit de l'homme au foyer ? Lapsus. Évidemment, de l'homme pourvoyeur, assurant la principale source de revenus. Et ce modèle ne peut fonctionner que si l'homme gagne minimum 4 millions de yens par an, c'est-à-dire 31 000 euros. Or, il s'avère que seuls 15% des Japonais ayant la vingtaine gagnent cette somme ou plus. Donc beaucoup d'hommes sont exclus du marché matrimonial et par ailleurs, beaucoup de femmes refusent de devenir femmes au foyer. Alors pour ces raisons et bien d'autres encore, la plupart des jeunes refusent de s'engager ou tout simplement n'y parviennent pas, faute de moyens, faute de partenaires. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre le phénomène de l'ère amour, comme une forme de protestation. Il s'agit pour les pratiquants de dénoncer cette société qui a fait de l'amour l'équivalent d'un rêve impossible. Or, ce phénomène pourrait bien se propager en Occident. Bien que nous n'ayons pas, comme au Japon, un système matrimonial aussi contraignant et surtout aussi dysfonctionnel qu'au Japon, il se pourrait que les personnages numériques suscitent des formes d'attachement en masse. Faut-il s'en inquiéter? Oui et non. Alors, j'aimerais m'appuyer ici sur un concept développé par le sociologue Pierre Bourdieu, le concept de désillusion collective. S'il faut en croire Bourdieu, certaines sociétés, sinon toutes, créent un décalage structural entre les aspirations et les chances, entre l'identité sociale que le système semble promettre et l'identité sociale qu'il offre réellement. La désillusion collective est le résultat de cette contradiction. Pierre Bourdieu ajoute qu'en général, la désillusion se mesure à l'étendue des fuites et des refus constitutifs de la contre-culture. Cela peut apparaître comme un paradoxe, mais au Japon, la désillusion collective a généré, par effet de réaction positive, une illusion collective, celle des jeux numériques et des fictions interactives qui s'inscrivent au cœur de cette contre-culture. Cette contre-culture s'appuie sur l'idée que si tous et toutes ensemble, des personnes épousent des personnages, elles pourront collectivement faire bouger la société et changer les règles qui assignent aux hommes le rôle de pourvoyeur et aux femmes celui de mère au foyer. Peut-être bientôt chez nous, pour des raisons qu'il faudrait alors éclaircir. Certaines personnes ayant perdu l'estime de soi, par exemple, ou leurs illusions en général, des personnes disqualifiées par le système, se tourneront vers les machines ou vers les créatures synthétiques pour exprimer leurs sentiments d'inadéquation aux normes. Si cela arrive, il ne faudrait pas céder à la panique morale qui envahit déjà les médias. Il ne faudrait surtout pas croire naïvement qu'à force de jouer des jeux en réalité virtuelle, peuplés de créatures synthétiques forcément magnifiques, nous pourrions en venir à tomber amoureux d'elles. L'attachement aux créatures n'est pas imputable aux créatures elles-mêmes. Il faudrait plutôt voir cet attachement comme un signal d'avertissement d'une part, mais surtout comme une façon détournée, ludique, voire ironique, de recréer du rêve quand il n'y en a plus. Je vous remercie. J'ai juste une petite question, Agnès Giard. Là, on décrit bien peut-être l'attachement ou la sensation amoureuse, mais quid de la sexualité dans ces couples? Avec les personnages numériques? Oui. Alors, les hommes ont un vaste choix de dispositifs. On dit ça en termes anthropologiques. Des dispositifs, c'est plus poli. On appelle ça des dakimakura. Donc, ce sont des édredons qu'il est possible de recouvrir d'une housse imprimée du personnage, grandeur nature, qui semble être allongée dans les draps, etc. Et ces dakimakura peuvent être agrémentés de faux vagins. Alors, ça, c'est pour les hommes. Pour les femmes, il y a eu des tentatives d'agrémenter avec des pénis, mais ça ne marche pas du tout, ça ne se vend pas, donc au bout de 3 mois, c'est retiré du marché. Il semblerait que le marché des voix, l'industrie des voix pour faire rêver les femmes et pour les inciter à se masturber dans le noir soit beaucoup plus efficace. C'est tellement efficace d'ailleurs que maintenant aucun jeu pour femmes n'est vendu sans qu'il y ait la possibilité pour elles d'acheter en plus un CD dans lequel il y a des scénarios supplémentaires
avec uniquement des voix entrecoupées de blanc. Donc c'est un dialogue qui est en fait un monologue, le blanc étant les réponses que celle qui écoute peut faire. Et ces scénarios de voix permettent à la femme de se mettre en situation d'imaginer que l'être imaginaire, l'être fictif, est à côté d'elle dans le lit. Ce que j'ai peut-être juste pas bien compris, est-ce que c'est pas quelque chose d'anecdotique au Japon? Alors, pour donner des chiffres, en 2016, la firme Voltage, il faut savoir qu'il y en a une centaine. La firme Voltage est une des centaines de firmes qui fabriquent des personnages fictifs pour femmes, uniquement. Je ne parle que du marché pour femmes. Cette firme affiche 50 millions d'utilisatrices. En 2017, le chiffre est passé à 60 millions. Est-ce qu'on peut faire une corrélation entre l'attitude de ce pays d'une manière générale face aux étrangers, face aux dangers naturels, face aux catastrophes, face aux infections? Est-ce qu'on peut faire un lien entre cette attitude anthropologique très spécifique et insulaire du Japon et ce qui se passe là? Alors, effectivement, le fait que le gouvernement essaye au maximum de fermer les frontières pour préserver la paix sociale participe de cette industrie, dans le sens où, pour la plupart des utilisatrices à qui j'ai posé les questions, ces partenaires sont japonais. Alors c'est assez étrange. Elles ont des histoires d'amour avec des personnages, alors on ne les voit plus, qui ont les yeux bleus et parfois les cheveux blonds, etc. Mais pour elles, il s'agit d'une certaine manière de se protéger dans l'écrin factice de quelque chose à quoi elles se sentent habituées d'une certaine manière, parce qu'ils parlent japonais, ça leur permet d'avoir moins peur, je dirais, de l'étranger. Et pourtant, elles introduisent ces personnages chez elles comme une forme d'étrangeté radicale, puisque les personnages viennent d'une autre dimension. Donc, c'est comme si elles préféraient faire l'amour avec des aliens qu'avec des Indiens, des Américains, etc. C'est très paradoxal. Serge Tisseron, on a très envie de vous écouter sur cette virtualisation, mais juste une petite parenthèse, est-ce que c'est une paraphilie, enfin, dans le langage un peu médical, cette orientation, quand le désir sexuel ou le désir amoureux s'oriente vers autre chose que l'être physique, qu'il soit du même sexe ou de l'autre sexe, aujourd'hui ça ne pose plus de questions, est-ce que ça rentre dans le domaine des paraphilies? Des paraphilies. Alors déjà, vous savez, quand on parle du Japon, on a toujours l'impression que c'est un monde étranger. Vous savez, il y a une publicité en ce moment sur une série télé où on voit des animaux à l'envers, c'est hémisphère sud, hein, voilà. Mais il y a aussi cette possibilité-là entre l'Europe et le Japon, c'est la tête à l'envers. Alors, ce qui se passe au Japon dépend toujours de conditions très particulières. C'est difficile d'en faire une théorie selon nos manières de raisonner. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de formes possibles d'attachement, de sexualité avec des machines, pas forcément d'ailleurs avec des robots, pas forcément d'ailleurs non plus avec des robots humanoïdes ou des robots androïdes ou même des robots animaloïdes. Tout sera possible pour une personne seule ou en groupe. Mais il faut bien comprendre que c'est toujours l'être humain qui va prendre l'initiative de cette forme de relation. Et en effet, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le jour où mon robot m'aimera », mais c'est une boutade, hein, c'est une allusion au livre qui s'appelle « Le meilleur des mondes ». Vous savez que dans le livre qui s'appelle « Le meilleur des mondes », quand quelqu'un a fini par croire que le monde dans lequel il vit, c'est le meilleur des mondes possibles, ça veut dire qu'il est totalement aliéné à la propagande ambiante. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des chercheurs qui travaillent à développer dans les machines des formes d'expression émotionnelle qui sont évidemment totalement simulées et qui vont considérablement enrichir la relation qu'on a avec des machines. Alors moi, ce qui m'intéresse dans les robots sexuels, j'aurais pu aussi
intervenir dans une table ronde sur les robots d'assistance médicaux. Ce qui m'intéresse dans les robots sexuels, c'est qu'ils rentrent dans notre intimité. Il faut bien comprendre que les machines dotées d'intelligence artificielle, elles ne sont pas encore dans notre intimité. Elles vont y rentrer d'abord. J'étais très intéressé par ce qu'a dit Anne Gère par la voix, avec les enceintes connectées. Quand vous aurez une enceinte connectée dans votre salle de bain, dans votre chambre à coucher, dans votre salon, vos enfants en auront dans leur chambre. Là, c'est vraiment l'intelligence artificielle au cœur de l'intimité. Et puis évidemment, avec les robots sexuels. Alors, ces robots sexuels, ils posent plusieurs questions parce qu'il faut bien comprendre que dans la sexualité, il n'y a pas que du désir sexuel. Dans la sexualité, il y a aussi du désir d'emprise, on le sait bien avec les prédateurs, hein, et puis il y a aussi du désir de réciprocité. L'idée de la voix, en effet, mais peut-être bientôt une voix interactive dans laquelle la voix répondra à ce que dira la personne qui parlera à son enceinte connectée. Et donc, du coup, ce qui me semble intéressant, c'est d'envisager les fonctions possibles que nous donnerions à de telles machines. Et vous savez peut-être que je me suis attaché à montrer que le téléphone mobile était la première machine qui avait 4 fonctions possibles en même temps, alors que jusqu'à maintenant, les machines n'étaient spécialisées que dans une seule fonction, ou à la rigueur 2. C'est 4 fonctions possibles, mais c'est la fonction d'esclave. Hein. Notre téléphone mobile contient un grand nombre d'informations qui soulagent notre mémoire. La deuxième fonction possible est la fonction complice. Notre téléphone mobile peut contenir des informations sur des pratiques que nous voulons garder secrètes, mais nous avons un complice qui en témoigne. Voilà. Ça peut être, notre téléphone mobile peut être utilisé comme un témoin public. Hein, voilà, il thésaurise des images, notre mémoire biographique, nos photos de famille, et puis comme un compagnon, hein, voilà, quelqu'un avec lequel on espère pouvoir interagir d'égal à égal. Et ce qui me paraît important, c'est d'envisager la manière dont les machines sexuelles pourront être intégrées dans ces 4 pratiques, avec des métissages possibles. Alors, ça répond à votre question, c'est pas de la paraphilie parce que c'est beaucoup plus compliqué. Il y aura le robot esclave sexuel, ça c'est évident, un modèle le plus simple, tel qu'il existe déjà, hein, voilà, il gémit un peu, il bouge un peu, puis guère plus. Il y aura le robot complice pour les pratiques impossibles avec les partenaires humains, ou avec les partenaires humains connus de la personne qui voudrait leur imposer ou proposer des pratiques qu'ils ne voudraient pas. Il y aurait le robot témoin peut-être de mes ébats avec des vivants ou avec d'autres robots. Il faut bien comprendre que le robot sexuel, ce n'est pas une machine qui va remplacer l'humain, ça va être tout autant une machine qui va s'y ajouter. C'est-à-dire on est 2, on va être 2 avec un robot. Aujourd'hui, on peut être 2 avec une caméra vidéo, on va être 2 avec un robot, on pourrait être 3 avec un robot, 1 avec 2 robots, 2 avec 2 robots. Donc le robot qui va peut-être filmer, enregistrer avec des plans un peu inattendus. Voilà. Il faut comprendre qu'il y a là tout un domaine de la sexualité vue du dehors, qui est quelque chose avec lequel les jeunes sont très familiarisés, puisque vous savez que quand on joue à un jeu vidéo, ce que je vous conseille de faire d'ailleurs au moins une fois dans votre vie pour vous en rendre compte, quand on joue à un jeu vidéo, on se voit de l'extérieur, puisque l'avatar qui nous représente, on le voit évoluer. Et donc cette manière de se regarder de l'extérieur, c'est quelque chose avec lequel les jeunes sont très familiarisés. Il est bien évident qu'introduire un robot dans des ébats sexuels, c'est pas seulement pour en profiter, c'est aussi pour qu'il filme un tas de choses avec des caméras dans des endroits inattendus auxquels nous ne pourrions pas avoir accès, nous, avec notre pauvre humanité. Et puis il y aura le robot compagnon, le robot substitut, et je pense qu'il y a un beau marché du côté du remplacement des personnes décédées. D'ailleurs, au Japon toujours, il est aujourd'hui possible aux personnes qui ont perdu un être cher de le faire remplacer par un robot pendant 40 jours. C'est la durée du deuil au Japon. Le robot a un masque de silicone qui reproduit le visage de la personne défunte. Et pendant ces 40 jours, le robot dit ce que la famille a envie d'entendre, ce que la famille a demandé que la machine dise. Et on peut très bien imaginer que, puisque pendant ces 40 jours, la machine est censée permettre un deuil plus progressif, on peut très bien imaginer qu'une fonction sexuelle y soit ajoutée pour permettre petit à petit le deuil de la personne disparue. Alors il n'y a pas d'études encore sur le fait que ces 2 telles machines facilitent le deuil ou qu'ils le compliquent. En revanche, on sait que les gens qui vont beaucoup consulter la page des proches disparus ou des amis disparus sur Facebook facilitent leur deuil à court terme, mais le compliquent à long terme. En fait, ils le compliquent finalement.
Voilà. Alors, n'oubliez pas aussi une autre chose qui va rendre ces machines compliquées, c'est ce qu'un chercheur japonais qui s'appelle Masahiro Mori a appelé la vallée de l'étrange. La vallée de l'étrange, c'est lorsqu'une machine nous paraît finalement correspondre à ce qu'on en attend. Elle simule comme on l'attend. Ça peut être simplement une machine vocale, une machine qui parle, ou une machine qui bouge. Et puis Masahiro Mori dit, le problème, c'est que plus la machine simule bien l'humain, et plus on est sensible au moindre couac. C'est-à-dire que si vous avez une machine avec une voix un peu métallique, vous vous habituez à la voix métallique. Si vous avez une machine qui imite parfaitement une voix humaine, par exemple celle de Scarlett Johansson dans le film Her, et qui pose aucun problème sur le plan de la synthèse vocale, on peut fabriquer des tas comme ça maintenant, avec des intonations très riches. Si vous avez une machine qui a une telle voix, sitôt que la voix va se ralentir un petit peu ou s'accélérer un petit peu, ou que le même mot va être répété 2 fois, eh bien toute votre construction d'illusion va s'effondrer et vous allez être terriblement affecté, déprimé, ahuri, et vous allez vous trouver complètement idiot d'avoir accordé votre confiance à une machine pareille. Ce qui veut dire que ce n'est pas de mal la veille que des fabricants prendront le risque d'introduire des machines capables de bien simuler, parce que le moindre couac provoquerait un tel désespoir des usagers qui en avaient tant attendu et qui y avaient tant cru pendant quelques minutes ou quelques heures ou quelques jours que ça provoquerait un effondrement du marché. Alors pour terminer, je voudrais vous dire quelques mots de ce qui me paraît le plus important dans tout ça, c'est-à-dire comment ça va nous transformer. Parce que finalement, c'est ça qui est intéressant pour un psy, c'est nous transformons le monde, nous fabriquons des machines, les machines nous fabriquent à leur tour et nous transforment. Et il n'y a de relation que de réciprocité. Et de plus en plus, avec des machines numériques, ça sera le cas. Alors il y a 4 domaines, il me semble, où nous allons être considérablement transformés par les robots qui rentrent dans notre intimité. Le premier domaine, c'est le domaine des émotions. Vous savez qu'aujourd'hui, les émotions, c'est considéré comme des choses que nous éprouvons physiquement. Voilà, l'émotion, ce n'est pas un sentiment. Un sentiment, ça peut être quelque chose qui a sa place dans notre esprit. Une émotion, notre corps y participe. L'émotion, nous la sentons dans notre corps. Eh bien, imaginez le jour où vous aurez un robot capable de percevoir vos émotions, capable d'accompagner vos émotions, de vous sourire si vous lui souriez, de rire si vous riez, de prendre une grosse voix en colère sur un sujet sur lequel vous êtes vous-même en colère, et bien du coup l'émotion, nous risquons de la percevoir comme quelque chose qui est partagé, plus comme quelque chose qui est intimement éprouvé, mais comme quelque chose qui est partagé. Et ça changerait beaucoup le fonctionnement mental, parce que c'est pas comme ça que nous fonctionnons aujourd'hui, dans la mesure où nous acceptons d'avoir des émotions solitaires. Ça nous fait un peu de peine, mais nous l'acceptons. Le jour où nous trouverons toujours des machines pour partager nos émotions solitaires, peut-être nous deviendrons moins tolérants aux émotions solitaires, et il faudra que nous les partagions, soit avec une machine, soit avec un humain. Deuxième domaine, c'est évidemment le statut de la personne. Quel statut on va donner à ces machines? Imaginez ces robots japonais avec un masque en silicone à l'effigie du défunt. Quel est leur statut? Ils ont quand même un statut un peu particulier. C'est quand même pas l'équivalent d'un grille-pain, quoi. C'est quand même le visage de grand-père, de grand-mère, et ils parlent comme grand-père ou grand-mère. Donc quel statut on donnera à ces machines? Ça, c'est vachement intéressant parce qu'on n'en sait rien. Ça dépendra certainement beaucoup des usagers, mais en tout cas, ça ne sera pas anormal de voir dans ces machines un petit peu une forme de réincarnation d'un disparu. Et il est probable que ces machines vont réactiver beaucoup de comportements magiques qu'on avait cru complètement disparus de notre culture. Quatrième point, évidemment, c'est l'intimité. Quand ces machines... vous vous rendez compte le genre de confidence que vous allez raconter à un robot sexuel. Même les gens qui sont un peu durs de la confidence, si le robot sexuel les met dans un état de jouissance exceptionnel, après ils vont se laisser aller à lui raconter des choses. Le problème, c'est que le robot, il va capturer vos données en permanence, il va les envoyer à son fabricant, qui va les localiser dans le cloud et qui va les exploiter. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va renoncer à faire des confidences aux robots qui nous donnent tellement de bonheur, protéger nos données personnelles, ou bien alors est-ce qu'on va leur faire des confidences au risque que nous en soyons totalement dépossédés? En 1984, vous savez que l'État finit par tout connaître des rêveries les plus secrètes des usagers. Et puis dernier point, nos capacités d'autorégulation, parce qu'à partir du moment où notre robot sera toujours disponible, quand on a des partenaires humains, c'est un peu limité, parce qu'ils ont envie de faire autre chose, ou il y en a un qui est fatigué, on va passer à table maintenant, voilà. Mais un robot sexuel,
il va vous déréguler complètement. Je veux dire, à moins qu'il soit programmé pour un nombre d'exercices limité, ce qui m'étonnerait bien, parce que les fabricants auront envie de vous gratifier, donc ce sera probablement des machines à déréguler. Et ça ne serait pas les premières, puisque vous savez qu'aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de machines à déréguler fabriquées par les technologies numériques. Les réseaux sociaux sont des machines à déréguler. Les jeux vidéo deviennent des machines à déréguler avec leur nouveau modèle économique de free-to-play, de gratuit pour jouer. On ne les paye plus, on joue gratuitement, ce qui veut, avec des procédés qui nous encouragent à ne pas les quitter quand on y va. Voilà, donc beaucoup de choses qui vont changer pour nous. Alors, dans les questions qui nous ont été posées, c'est quel est le futur de l'amour ? Alors, faut pas que ça nous inquiète, bien sûr, mais je crois que ce qui est important, c'est de voir les choses du point de vue de l'extrême diversité. C'est-à-dire, beaucoup de choses seront possibles qu'on peut difficilement imaginer aujourd'hui, mais n'oubliez pas que l'adoption de nouvelles pratiques ne met jamais fin aux anciennes pratiques. Voilà. Merci beaucoup, Serge, de ce coup d'œil, j'allais dire, par le trou de la serrure, mais il n'est pas très rassurant. Le rapport à l'autre qui sous-tend la sexualité, sauf dans l'auto-érotisme, ce rapport à l'autre est littéralement détruit par ce qu'on peut imaginer de ce monde où les robots serviraient d'autres. On a longtemps pensé que les robots ne pourraient pas aider les personnes âgées dans les EHPAD, et on a dû déchanter. Il y a maintenant des EHPAD qui s'équipent de robots qui sont en mesure de répondre constamment, de répondre gentiment, d'avoir des réponses appropriées. Ça permet d'économiser du personnel, mais pas que. Les personnes âgées s'attachent à ces robots, et on peut donc se dire que dans le domaine de la sexualité, où l'altérité et l'autre sont complètement indispensables, eh bien peut-être qu'ils ne le sont pas tellement que ça, et que là aussi ça va entraîner un isolement supplémentaire. Ce n'est pas une fatalité du tout. Regardez ce qui se passe avec les réseaux sociaux. Il y a des gens qui s'isolent toujours plus et qui tournent en rond dans leur petit monde en allant sur les réseaux sociaux. Et puis il y en a d'autres qui y approfondissent des amitiés existantes, qui préservent ces amitiés au fur et à mesure des déménagements, des aléas de la vie des uns et des autres. Donc les outils numériques enrichissent nos vies dans la mesure où on est capable de bien les utiliser. C'est pour ça qu'il faut envisager toutes les utilisations possibles. Regardez les robots, en effet, dans les EHPAD. Ça peut être une excellente chose ou une très mauvaise chose. Nous, on a toujours dit à l'Institut pour l'étude des relations hommes-robots, attention, il ne faut pas que les robots se substituent aux humains. Il est extrêmement important que les robots permettent à des humains de faire mieux ce qu'ils faisaient jusque-là et surtout que les robots soient utilisés pour permettre aux soignants de gratter du temps de manière à pouvoir en avoir plus à consacrer aux personnes hospitalisées. Le problème, c'est que quand là-dessus tombe un modèle économique qui vise à réduire drastiquement les coûts, eh bien les financiers qui ont une calculette à la place du cerveau voient vite l'utilité qu'il y a à mettre quelques robots plutôt qu'une infirmière de plus, parce que le robot, on le paye une fois pour toutes et après il télécharge ses nouveaux programmes. Donc ça, c'est une question de modèle économique. Mais le fait que les robots puissent enrichir notre sexualité, pour ceux qui auront envie de voir les choses comme ça, c'est pas plus préoccupant que l'existence des godemichés, c'est pas plus préoccupant que l'existence des véhicules automobiles qui ont provoqué une pollution frénétique, mais en même temps qui ont permis à beaucoup de gens de garder des contacts que sinon ils auraient perdus. Tout est une question d'usage. Mais je crois que ce qui est important, c'est de toujours avoir à l'esprit qu'est-ce que ça change pour nous. Voilà, qu'est-ce que ça change pour nous? Et si on se rend compte de ce que ça change pour nous, ça devient possible de faire en sorte de privilégier les façons dont ça change positivement sur les façons dont ça change de manière problématique. La dérégulation, c'est très problématique. Le fait que nos émotions soient perçues comme un partage et plus comme un éprouvé, c'est pas forcément problématique. Merci. Carole Burté, bon, si l'on écoute Agnès Giard et Serge Tisseron,
Alors d'un côté, on se retrouve au Japon et on se dit que c'est quand même très lointain de ce qu'on peut connaître sous nos tropiques. Quand on écoute Serge Tisseron, on se dit c'est peut-être dans un avenir qui n'est pas si lointain, mais qui est peut-être pas encore tout à fait d'actualité. Vous êtes confronté en France régulièrement, dans le cadre de vos consultations, à des patients parmi lesquels peut-être certains d'entre eux connaissent une embellie ou au contraire des problèmes avec leur sexualité vis-à-vis des nouvelles technologies ou de l'évolution des mœurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Oui, tout d'abord, merci de m'avoir invité ici à échanger avec vous sur cette question-là, la question de la sexualité de demain, celle dont je vais parler, moi peut-être pas de celle d'après-demain aujourd'hui, parce qu'effectivement on est confronté à cette évolution de la société aujourd'hui qui va vers des pratiques de plus en plus diversifiées, vers une plus grande acceptation de toutes les différences, que ce soit de genre ou que ce soit d'orientation sexuelle. Ça fait peur à certaines personnes, on se demande où va aller cette évolution. D'autres personnes sont plus optimistes. Je voudrais vous donner mon point de vue au travers de mes connaissances en médecine sexuelle et puis de mon expérience de clinicienne. La sexualité, c'est en soi un comportement qui est un comportement humain extrêmement complexe, qui met en jeu énormément de choses, qui agissent de manière complètement intégrative. Alors la première chose, c'est évidemment la base physiologique. On a des organes génitaux, on a surtout un cerveau, on a un système nerveux, on a des tissus, on a des artères, on a des veines, mais ça ne constitue pas la sexualité. La sexualité, elle dépend aussi de facteurs bien sûr psychologiques, de facteurs relationnels, de facteurs environnementaux au sens large, la vie que l'on mène, le temps qu'on a à consacrer à sa vie sexuelle, etc. Et tout ça est très dépendant de la société dans laquelle on vit. Et notre société, si ça vous échappait, maintenant vous savez que ce n'est plus le cas, elle est extrêmement évoluée par rapport à l'acceptation des différentes pratiques sexuelles. C'est une évolution qui s'est faite progressivement, on va dire, depuis les années 70. Ça a été progressif, mais en ce moment, ça devient exponentiel depuis les années 2000. Et avec toute cette sexualité qu'on nous prédit, virtuelle ou pas, robotisée ou pas. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous faire part de trois axes. Le premier, c'est de se demander finalement, est-ce que c'est normal que ça évolue comme ça ? Pourquoi ça évolue comme ça ? En fonction de quoi ? La deuxième, c'est beaucoup plus terre à terre, c'est finalement, est-ce qu'on va être mieux ? Est-ce qu'on sera moins bien ? Quel patient va-t-on voir ? Et puis la troisième, c'est nous, comment on va faire pour les traiter ? Quelle va être l'évolution de notre médecine sexuelle ? Donc si on se demande pourquoi c'est comme ça, c'est simple, il faut se tourner un petit peu vers, on va dire, la phylogénèse. On est des mammifères. Alors dans les mammifères, il y a 3 catégories. Il y a les petits mammifères qui, eux, ont une vie sexuelle qui est complètement tournée vers la reproduction, par période, par cycle, avec des comportements qui sont des comportements stéréotypés. Ce n'est pas une sexualité comme on l'entend aujourd'hui. Dans l'évolution, à partir des primates, la sexualité progressivement va se tourner vers plus de sensualité. Mais par contre, dans l'espèce humaine, la sexualité est essentiellement tournée vers le plaisir. On a complètement dissocié la reproduction de la sexualité. Et aujourd'hui, quand on parle de sexe, on parle de plaisir, on parle de gratification, on ne parle pas trop de reproduction. Alors comment on explique ça ? On explique ça par l'évolution des cerveaux entre les différentes espèces. Et le cerveau a évolué de 2 manières. La première, c'est la corticalisation, nos réflexions, nos pensées. Et la deuxième, c'est le plus grand développement du système, dit système des récompenses. Le système des récompenses, ce sont des noyaux au niveau cérébral qui agissent dans le plaisir et la répétition du plaisir. C'est le même système qui est en jeu dans le comportement alimentaire. Quand on aime bien quelque chose, on a envie de le consommer à nouveau. Et en pathologie, c'est ce qui est en cause dans les addictions. Donc quand on regarde cette évolution, l'être humain est forcément amené à aller chercher des gratifications sexuelles de plus en plus variées, de plus en plus sophistiquées. Entre parenthèses, ça a quand même beaucoup existé depuis toujours, les petites machines et les jeux et les jouets. Mais tout ça est fonction aussi de la société, parce que la société a une influence énorme là-dessus. Quand on vit dans une société où tout petit on vous dit le sexe c'est pas beau, où les médecins appellent les artères honteuses,
et les nerfs honteux. La sexualité, c'est pas beau, la masturbation, ça rend sourd, on n'est pas enclin à développer du plaisir sexuel. Quand on est dans une société comme la nôtre, c'est complètement différent, tout est possible, tout est open, on entend de tout, et puis surtout, on a cette notion qu'aujourd'hui, le sexe, c'est du bien-être. Et là, c'est nous, un peu en tant que médecins, qui avons développé ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus d'études qui montrent que les personnes qui ont une bonne vie sexuelle, particulièrement les gens âgés, ils vivent en meilleure santé, ils vivent plus longtemps. Qui montrent que dans toutes les pathologies, la qualité de vie sexuelle, c'est de la qualité de vie, que la qualité de vie est associée à la survie. Et donc aujourd'hui, la sexualité, elle est valorisée, elle est ouverte, et on a vraiment le choix des options. Donc tout ça, ça explique que finalement, c'est complètement normal qu'on aille dans ce sens-là. Est-ce qu'on ira que dans ce sens-là ? Est-ce qu'on va tout découvrir et puis après revenir à autre chose ? Est-ce que ça va concerner tout le monde ? Les robots sexuels, le sexe virtuel ou très peu de gens, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, c'est tout à fait normal quand on considère donc l'évolution de la pensée, l'évolution cérébrale, la neuroscience, etc., et l'évolution de la société, qu'on aille vers la recherche d'autres plaisirs. Le deuxième point, c'est est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? Est-ce qu'on va avoir plus de problèmes sexuels dans nos consultations ? Est-ce qu'ils vont être différents ? Ou bien est-ce qu'on va avoir plus de gens épanouis qui auront besoin de nous ? Alors je vais commencer par le positif. Le positif, c'est qu'avant la sexualité, c'était sujet tabou, on n'en parlait absolument pas. Les gens n'avaient aucune connaissance, ils n'avaient que des croyances. Et ces croyances, c'était le fondement de toutes les problématiques sexuelles. Ça existe toujours, mais aujourd'hui, les gens ont accès à plus de connaissances. C'est plus simple, c'est plus banalisé. On peut parler à son médecin généraliste, on peut parler à son gynécologue facilement de sexualité. Avant, ce n'était pas le cas. Donc ça, c'est un point positif parce qu'avec tout ça, on a la découverte de quelque chose qui est forcément un petit peu mystérieux parce que le sexe, c'est quand même... Il n'y a quand même pas que du biologique, du relationnel, etc. Il y a quand même un peu de mystère derrière. Mais en même temps, avec des bien meilleures connaissances, ce qui fait qu'on peut supposer que demain, les gens seront un peu plus à l'aise avec leur sexualité. Donc ça, c'est un point positif. Le deuxième point positif, c'est qu'en multipliant les pratiques, on se connaît mieux, on connaît mieux ses goûts. Là aussi, ça permet de relativiser toutes les questions difficiles liées aux échanges en matière de sexualité. Et donc, on peut avoir affaire à des gens qui pourront être plus épanouis. Et puis, également, il y a un point très important, c'est l'éducation à la sexualité. On a dit le sexe, c'est un comportement qui s'apprend, mais où est-ce qu'on l'apprend ? Alors, tout le monde ici a appris le sexe avec les partenaires et les expériences, mais quand même, il y a un très, très gros défaut dans notre société, c'est l'éducation à l'école, l'éducation même chez les tout-petits, à qui on n'apprend toujours pas le nom des organes génitaux, on leur dit le kiki, la foufoune et tout ça. On est encore dans quelque chose qui est très distant par rapport aux réalités, mais il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour essayer de faire évoluer ça, et ça fait partie aussi des plans gouvernementaux. Donc le jour où on aura une meilleure éducation à la sexualité, le jour où les gens auront des pratiques qui vont être plus libéralisées et seront plus cool avec ça, à mon avis, la sexualité sera positive pour plus de gens. On en verra peut-être moins en consultation, mais peut-être qu'on verra des gens plus intéressants avec des problématiques beaucoup plus lourdes, et c'est ça le deuxième aspect de la question. Le deuxième aspect, c'est qu'il peut y avoir beaucoup plus de dysfonctions. Des dysfonctions qui sont liées peut-être à des problématiques dites d'addiction, addiction au sexe virtuel par exemple. Ça, on en parle beaucoup, mais alors il faut savoir qu'aujourd'hui, aucune société savante ne s'est mis vraiment de consensus sur ce terme d'addiction sexuelle. On parle plutôt d'hypersexualité. On n'a pas vraiment l'impression dans notre pratique clinique que ce soit quelque chose qui s'aggrave avec le temps et où on ait beaucoup plus de demandes de domaine. Mais bon, on verra, et c'est vrai que c'est un vrai risque. Le vrai risque, c'est les IST. Alors ça, c'est pas le sexe virtuel du tout, c'est le développement des polyamours, des sites de rencontres, etc., dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Les IST sont de plus en plus fréquentes, mais fort heureusement, on les contrôle quand même plutôt bien. Moi, je dirais que ce qui va le plus clocher et ce qui commence à clocher le plus, c'est la sexualité dans le couple.
Et là, on a parlé beaucoup de la misogynie. Je vais un petit peu faire parler du contraire. Moi, je trouve que les hommes, en ce moment, ils sont quand même malheureux. Il y en a beaucoup qui ne sont pas misogynes, il y en a beaucoup qui ne sont pas méchants et qui viennent nous consulter devant des problématiques sexuelles dont ils ne peuvent pas sortir parce qu'ils sont... alors, j'oserais pas dire dominés, mais en tout cas, ils sont un peu maltraités par les femmes. Quand un homme me dit, ben, vous savez, on s'est rencontrés là il y a 2 mois et puis elle m'a raconté qu'elle allait dans les clubs échangistes, qu'elle aimait un sexe de telle taille, qu'il fallait que ça dure 1 heure. Quand certains me disent, eh bien, son ancien partenaire, lui, il faisait l'amour 3 fois dans la nuit. Moi, je ne suis pas capable. Quand on dit à un homme, ah ben, tu sais, pour moi, le sexe, c'est vachement important. Et les hommes sont en souffrance, du coup ils développent d'énormes anxiétés d'anticipation par rapport à la sexualité, se retrouvent à des problématiques de dysfonction érectile, d'éjaculation prématurée, d'éjaculation, de troubles du désir, qui sont de plus en plus importants. Et moi je trouve que, enfin non, c'est pas moi, c'est une réalité, l'homme il n'est pas mécanique comme on veut bien le croire, l'homme il est très émotionnel et presque plus que la femme finalement en matière de sexualité. Et puis il y a aussi cette notion que du côté féminin, finalement, oui, j'ai pas envie, c'est normal. De quel droit et pourquoi ce serait si différent un homme et une femme? Eh bien, il y a tous ces hommes qui aussi souffrent de ne pas avoir de vie sexuelle parce qu'elle n'a pas envie. Et ça, moi aussi, je trouve que c'est une forme vis-à-vis des hommes, c'est quand même très difficile de la part des femmes. Voilà pour cette question de est-ce que ça va être bien et pas bien. Et puis maintenant, le dernier point, c'est la médecine sexuelle. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est une discipline très récente, ça a 20 à 30 ans. En fait, la médecine sexuelle s'est énormément développée à partir de la découverte du Viagra dans les années, on va dire, 90. Énormément d'études ont été faites là-dessus. Beaucoup chez l'homme. Chez la femme, ça commence depuis quelques années. On va dire que, pour vous citer un exemple, le Viagra a été commercialisé en 98, après des années de recherche. L'anatomie du clitoris, on la connaît depuis 98. L'anatomie et pas la physiologie. Donc on a toute une recherche qui est faite sur les comportements sexuels, toute une recherche qui est faite sur de nouveaux traitements, de nouvelles approches à travers la neurobiologie, la biologie, les hormones, parce que n'oublions pas que l'influence hormonale est absolument majeure. Tout ça va amener à des nouveaux traitements. On a une chirurgie également, par exemple, à l'extrême pour un homme qui a des gros problèmes d'érection, et j'en reviens à tout ce qui est mécanique et robotisé. On a des implants péniens. Les implants péniens vont avoir une technologie qui va s'améliorer de manière exponentielle dans les années qui viennent. Donc de ce point de vue-là, c'est très positif. Reste quand même qu'on a affaire à des humains et que très souvent, on leur fait des thérapies, ce qu'on appelle nos sexothérapies. Nos sexothérapies également ont évolué. Elles étaient extrêmement comportementales, on va dire, dans les années 70. Elles sont devenues cognitives et comportementales, c'est-à-dire en prenant en compte le système de pensée, les connaissances, et puis tout ce qui est erroné dans les pensées qu'ont les gens vis-à-vis de leur sexualité. Et aujourd'hui, elles évoluent vers des thérapies émotionnelles, comme par exemple la méditation, le MDR, etc. Et puis, dernier point, aujourd'hui, on ne parle même plus de thérapie versus médecine, on parle d'intégration. Parce qu'il paraît complètement absurde de refuser un traitement hormonal si nécessaire à quelqu'un qui a besoin d'une thérapie, ou de faire que de la médecine à quelqu'un qui aurait besoin également de soins différents. Donc les approches que l'on a, elles sont de plus en plus intégratives. L'idée, c'est de prendre en considération non pas un symptôme, mais une personne qui évolue au sein d'un couple dans tout un contexte. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les modèles biopsychosociaux de prise en charge des individus. Voilà ce que j'avais à vous dire sur toutes ces questions-là. Moi, mon point de vue, c'est que ce sera ni mieux ni moins bien.
Peut-être qu'avec le sexe, on fera comme avec la nourriture, c'est-à-dire que plus ça va, plus on a sophistiqué les choses, plus on se rend compte que le très bon produit, finalement, assaisonné de la bonne manière, c'est ça qui apporte le plus de plaisir. Et en matière de sexe, c'est se regarder, se toucher, avoir une émotion. En gros, c'est faire l'amour. Voilà. Merci Carole Burté. Au début de votre exposé, vous avez laissé entendre, et j'ai lu ça aussi, que le fait d'avoir une sexualité plutôt bonne était de nature à améliorer l'espérance de vie. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué ces articles en disant « Mais attendez, les gens qui ont une bonne sexualité, c'est qu'ils sont en bonne santé, et donc c'est normal qu'ils aient une espérance de vie. » Il y a quelque chose de l'ordre de... On est dans le doute sur est-ce qu'un certain nombre de marqueurs de la vie sexuelle des Français sont des marqueurs de bonne santé de la population. Dans toutes les autres disciplines de la médecine, on mesure un certain nombre d'indicateurs. Parce que je sais bien que si je demande à un sexologue « Est-ce que vous voyez de plus en plus d'éjaculateurs précoces ?» il va me dire « Oui ». Non. Ou « Est-ce que vous voyez ?» Mais en tout cas, au niveau d'une personne, d'un médecin, on n'a pas une vision globale d'un système de santé, ce qu'on appelle une vision épidémiologique. Alors on a eu des statistiques qui ont été faites sur la sexualité des Français, mais c'était très descriptif et ça ne nous donnait pas d'informations sur la santé des Français. Ma question s'adresse à la présidente d'une société savante. Nous, dans notre société savante, on mesure le taux d'accouchement prématuré, le taux de handicap cérébral. Bref, on essaye de voir si nos pratiques médicales ça améliore la santé des Français ou pas. Est-ce qu'il existe quelque chose dans le domaine de la sexualité ou est-ce qu'il est encore trop tôt pour oser s'intéresser à la sexualité des Français autrement que par un simple dénombrement, comme ça a été fait dans les enquêtes sur la sexualité des Français qui ont paru jusqu'à présent? Alors, ce qui a été le plus étudié, c'est la dysfonction érectile. La dysfonction érectile est un marqueur par rapport au risque cardiovasculaire. Aujourd'hui, certains disent, vous croisez un monsieur, vous lui demandez s'il bande bien. Si vous répond oui, c'est qu'il est en bonne santé cardiovasculaire. Et il a été absolument prouvé qu'à facteur de risque égaux, quelqu'un qui avait une dysfonction érectile avait infiniment plus de risque d'avoir un infarctus dans les années qui viennent. Donc ça, c'est quand même un marqueur qui est quand même très très fort. D'autres études, par exemple, moi je m'intéresse beaucoup aux troubles hormonaux masculins. D'autres études ont été faites chez les hommes diabétiques qui avaient des déficits en testostérone et qui montrent très très clairement que entre un patient qui est non traité et un patient qui est eugonadique, c'est-à-dire qui n'a pas de problème hormonal, il y a évidemment plus de risques cardiovasculaires, mais celui qui est traité, il en a encore beaucoup moins. Donc ça veut dire que traiter les hommes pourrait être quelque chose qui pourrait aider à la prévention des accidents cardiovasculaires. Mais il y a beaucoup d'exemples comme ça. On n'a pas, tout n'est pas répertorié, on n'a pas une preuve absolument 100% dans tous les domaines. Mais par exemple, en cancérologie, aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup à cette nouvelle discipline aussi qui s'appelle l'oncosexologie, parce qu'on a affaire à des patients, parce que le patient, au-delà de sa maladie, au-delà de sa chimiothérapie, il rentre à la maison finalement avec sa maladie, avec le reste et avec les séquelles. Et les séquelles, c'est très important de les traiter. Et là, il y a quand même des études qui ont montré qu'on avait quand même une amélioration sur l'espérance de vie. On pouvait. Vous vouliez rajouter quelque chose? Traditionnellement, alors on a eu une table ronde cet après-midi sur la place du père. On a vu que un papa, une maman, c'était en train de changer, qu'on parlait de parentalité. Voilà. Traditionnellement, on dit de l'être humain qu'il est monogame. Vous avez parlé avant brièvement de polyamour. Est-ce que quand on s'intéresse à l'humain de demain, on a l'impression qu'on s'oriente vers quelque chose qui sera peut-être amené à être différent? Oui, probablement. Bon, se développe énormément l'auto-érotisme.
Bon, on l'a vu avec ces exemples-là, hein, finalement. Avant, nous avions d'un côté les homosexuels, de l'autre côté les hétérosexuels. Finalement, toutes les recherches montrent que c'est pas du tout aussi tranché que ça, que c'est tout un spectre entre complètement l'un et complètement l'autre, la bisexualité. Il y a, je crois que c'est 3% de la population qui se revendique comme étant asexuelle, c'est-à-dire qui n'a jamais éprouvé le besoin d'avoir une vie sexuelle. Et donc, oui, je pense qu'il va y avoir une plus grosse diversification des pratiques sexuelles. Le modèle homme-femme, un couple pour toute la vie ayant de relations sexuelles que dans ce couple-là, il est en train vraiment de se perdre. Enfin, je ne sais pas ce qu'on pense, mais... Serge Tisseron. Oui, si vous augmentez les possibilités, vous augmentez les libertés. Ceci dit, il y a des gens qui préfèrent parfois ignorer les possibilités qu'on leur propose parce qu'il y a des choix compliqués. Mais si vous regardez l'évolution des choses depuis une trentaine d'années, il y a eu une diversification considérable, une déculpabilisation considérable des pratiques sexuelles à l'intérieur du couple. Puis ensuite, il y a eu une ouverture, effectivement, ça a été dit, à la démultiplication des partenaires, quelque chose de posé d'emblée, c'est le polyamour, avec le développement de machines pouvant assister les individus ou les couples ou les trios dans leurs pratiques sexuelles. On ajoute un degré de complexité, enfin un degré de complexité possible, et donc on augmente les choix possibles. D'abord plus de pratiques avec un partenaire, plus de pratiques avec plusieurs partenaires, plus de pratiques avec plusieurs partenaires et la possibilité d'utiliser des machines. Agnès Giard. Oui, en fait, moi, je suis très troublée par l'utilisation de tous ces termes, asexualité, homosexualité, hétéro, etc. Parce que maintenant, on va créer bientôt digisexualité, robosexualité. Hein. Les médias commencent vraiment à s'emballer sur des rapports qui sont faits par des psychologues américains qui prédisent une épidémie d'amour pour des créatures virtuelles, etc. Et ça me paraît vraiment problématique de reprendre des grilles d'analyse qui ont été mises au XIXe siècle, parce qu'après tout, l'homosexualité a été créée au XIXe siècle, et après toutes les déclinaisons des sexualités en pathologie, etc., par les médecins, sont des inventions tout à fait récentes dans notre culture, hein, et nous, on les prend comme des choses qui sont normales, évidentes, alors que pas du tout. Ça s'est historiquement construit par opposition à un discours qui au XVIIIe siècle était le discours des passions, qui englobait tous les plaisirs, hein, le plaisir de la conversation notamment. Et là, brusquement, avec les notions de sexualité, on entre dans une sorte de grille de lecture de nos comportements qui est à la fois réductrice, hein, puisque adossée à l'étalon orgasme, donc une sorte de comptabilité qui se met en place, un rapport à soi-même et à l'autre qui devient un rapport capitaliste, je dirais. Et l'autre danger, c'est ces discours-là sont identitaires. C'est-à-dire que brusquement, des gens vont dire « moi, je suis un ». Et ça me paraît très dangereux, dans le sens où on se bloque soi-même sur un fantasme, un mythe collectif, qui nous empêche finalement d'être un peu à l'écoute de nos possibilités. Et puis en même temps, on se bloque aussi sur ce discours identitaire comme sur une forme de, je dirais, de refus finalement d'admettre que nos comportements sont aussi des réactions à des contextes. Alors je m'explique, la digisexualité, il ne va pas falloir l'entendre comme un nouveau type de sexualité qui vient se rajouter à la liste déjà longue. Il faut juste le comprendre comme une réaction de certaines personnes à un contexte social historiquement délimité, et qui est une réaction de défense, de détresse, de révolte, etc. C'est-à-dire que ce n'est pas à cause de l'objet qu'on est devenu digisexuel, hein, de la même manière que ce n'est pas à cause de la drogue qu'on est devenu toxicomane, c'est à cause d'un contexte. Et toi, vous parliez de
psychosocial. Pour les addictions, maintenant, on a arrêté de parler des produits en tant que produits addictifs. Et il faut arrêter de parler des robots en tant que machines intrinsèquement dangereuses. Ce sont des outils. Et on utilise ces outils pour manifester, pour dire quelque chose. De la même manière qu'on utilise nos vêtements pour dire quelque chose aux autres. C'est tout. Bien sûr. Mais moi, je me souviens, par exemple, vous avez dit très justement que c'est en lien avec un contexte social, par exemple. Moi, quand j'étais petit, il y a eu les Tamagotchi à un moment donné. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce que c'est. C'était des petits instruments qui venaient du Japon, me semble-t-il, dans lesquels il y avait un petit animal. Bon, il y a eu un petit effet de mode, mais en France, avec les copains et les copines, on les a relativement rapidement laissés sur le côté. Et je connais personne qui a suivi un engouement massif. Alors, et c'était déjà il y a une paire d'années. Et c'est pas... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de social et est-ce que cet amour virtuel qui, je ne vous le cache pas, nous paraît tellement étrange, probablement pas à vous parce que vous y êtes souvent, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui, a priori, n'a pas tellement, je dirais pas un risque, je ne sais pas si c'est un risque ou si c'est un bienfait, mais n'a pas forcément de raison de s'exporter dans nos... Mais au contraire, il y a toutes les raisons que ça s'exporte, mais pas pour les mêmes raisons. C'est pas les mêmes, c'est juste ça. Au Japon, le contexte est dysfonctionnel. Donc ils poussent les gens dans le désespoir parce qu'ils ne peuvent plus se marier. Et ils sont condamnés à la solitude parce que l'union libre est stigmatisée. Donc l'idée de rester seul toute sa vie, de mourir seul, de ne pas avoir d'enfants, etc., c'est pas réjouissant. Donc la seule et unique façon de dénoncer cet état de choses, c'est de faire quelque chose de provocateur et de scandaleux. Et effectivement, c'est provocateur et c'est scandaleux. Les personnes qui ont des partenaires fictifs sont très mal vues au Japon. Donc ça marche. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer en France, en Occident d'une manière générale? Pour l'instant, on ne sait pas encore très bien, mais si je peux me permettre, j'aimerais m'appuyer sur les travaux de Marie Bergström, qui est sociologue, qui a beaucoup travaillé sur les sites de rencontres. Et ça me paraît être un très bon reflet de ce qui nous attend. Elle dit, on remarque une augmentation énorme de couples qui se sont formés par le biais des sites de rencontres. Qu'est-ce que ça dit de nous? Qu'on délègue le choix de la personne, du partenaire, à un algorithme. Est-ce qu'on doit en avoir peur ou pas? Et Marie Bergström répond à cette chose que je trouve admirable. Elle dit ni peur ni rien. C'est juste qu'à l'heure actuelle, dans la société occidentale contemporaine, les gens souffrent du culte de la performance. Il faut tout choisir. Son image, son nom, quand on se marie, il va falloir négocier ça, donc son conjoint, sa nourriture. On essaye même bientôt de choisir ses prothèses, etc. Mais toutes sortes de prothèses. Et Marie Bergström dit, mais les gens n'en peuvent plus. Tout choisir, c'est être coupable en permanence des échecs qui accompagnent un choix. Et donc les gens délèguent de plus en plus par réaction de défense. Et c'est ce que le sociologue Alain Ehrenberg appelle la fatigue d'être soi. Donc si on se reporte sur des machines, ce sera pour manifester son refus de participer à un système qui sans cesse fait de nous des coupables. Je voudrais nuancer par mon propre opinion l'avis d'Agnès Jahr. Il faut bien comprendre qu'il y aura aussi une autre alternative. C'est que le désir de ne plus avoir tout à choisir pourra faire que nous laisserons les machines choisir à notre place. Aujourd'hui, vous pouvez déjà acheter une enceinte connectée, je ne vous le conseille pas d'ailleurs, et vous verrez que certaines sont programmées de telle façon que vous pouvez demander un morceau de musique romantique, voilà, parce que vous avez envie d'écouter quelque chose de ce genre-là, eh bien la machine vous propose toujours le morceau de son choix. Si vous allez sur Internet et que vous cherchez quelque chose, vous savez que vous visualisez tout de suite toutes les éventualités. C'est un peu déprimant, des fois il y en a des millions. Mais vous pouvez aller en 3e, 4e position ou même en page 2. Avec une enceinte connectée, eh bien, si vous ne demandez pas très précisément la sonate numéro tant interprétée par telle personne dans telle salle de concert, c'est la machine qui décidera pour vous.
C'est-à-dire avec les enceintes connectées, on va s'habituer à ce que des machines décident pour nous et très vite avec les robots conversationnels encore plus. C'est vrai que ça, surtout pour les enfants, hein, voilà, il suffira s'ils ne savent pas quelle histoire ils veulent qu'on leur raconte, eh ben, la machine leur proposera, hein, ça sera celle que le programmeur aura choisie pour eux et ainsi de suite. Donc hélas, c'est aussi une alternative. C'est vrai que nous sommes nombreux à être fatigués de devoir tout choisir, mais hélas, les industriels vont bientôt nous proposer des machines qui nous soulageront de cette obligation. Certains ont déjà appelé cela la servitude volontaire. La parole est au public. Oui, deux petites questions sur les robots sexuels. La première, vous n'avez pas parlé de l'obsolescence programmée. Alors si mon lave-vaisselle me lâche dans les 3 ans, le problème donc du robot sexuel, à la différence finalement des autres outils, c'est ce sentiment amoureux que je pourrais développer à son égard. Et du coup, quand il va casser au bout de 3 ans, est-ce qu'on ne va pas avoir une nouvelle aliénation à l'égard de ces fameux industriels dont vous parlez possible? Donc ça, c'est ma première remarque, l'obsolescence programmée. Et puis ma deuxième remarque, quelle est votre réaction par rapport à ces industriels américains, vous savez, qui ont créé en 2017, ça a créé la polémique aux États-Unis, d'un robot sexuel qui avait 5 programmations possibles, dont l'une qui simulait le viol. Et donc, alors ça fait polémique, etc. Mais l'industriel a répondu, mais oui, mais il vaut mieux faire violer un robot qu'un être humain. Et finalement, c'est bon pour la société que de développer ce genre de machine. Merci. Oui, alors 2 gros problèmes, hein. Le premier problème, il concerne les industriels, c'est-à-dire que les industriels veulent fabriquer, les roboticiens et les commerçants qui sont alliés dans les grandes entreprises, veulent fabriquer des machines auxquelles nous nous attachions, parce qu'une machine à laquelle nous sommes attachés aura un pouvoir de suggestion beaucoup plus efficace que celui qu'a aujourd'hui Amazon quand il fait apparaître les livres que nous sommes censés vouloir acheter. Bien évidemment qu'une machine qui nous parle gentiment, qui nous écoute, qui écoute nos confidences, quand elle nous fera une suggestion d'achat, eh ben, ça sera formidable. Mais pour ça, il faut que nous lui faisions confiance, il faut que nous nous y attachions. Vous savez que c'est le gros travail aujourd'hui autour de ce qu'on appelle les robots conversationnels, c'est de générer un attachement très important de l'utilisateur. Et donc, du coup, si on est attaché à sa machine, elle aura un pouvoir de suggestion formidable, mais hélas, on risque de ne pas vouloir en changer. Et préférer une machine d'une ancienne génération qu'on connaît bien, voilà, comme une vieille voiture, mais encore plus d'attachement, évidemment. Et donc, du coup, c'est un peu la corde raide, hein, c'est un peu la situation auquel les industriels doivent faire face. Et alors, ils vont probablement résoudre le problème avec une partie comme pour nos téléphones mobiles, une coque, et d'autre part, une mémoire. Et donc, on pourra garder la mémoire et changer la coque. Si on a appris à notre robot des choses qu'on aime bien qu'il nous fasse, on pourra garder la mémoire et la mettre dans un autre robot. Donc ça, ils vont s'arranger pour ça. Puis votre deuxième question, oui, elle est très préoccupante et c'est pour ça qu'il y a des associations aux États-Unis qui se sont montées justement pour protester contre les robots sexuels en disant, ben voilà, un monsieur qui programme toujours le viol parce qu'il adore violer les femmes, eh ben il va y prendre encore plus goût si il prend l'habitude de violer son robot, il pourra pas voir le monde autrement. Et alors c'est un vrai problème, mais alors même chose aussi pour des robots qui peuvent avoir une apparence enfantine. Est-ce que ça va augmenter la pédophilie ou est-ce qu'au contraire ça réduirait la pédophilie? Ben, il n'y a pas de réponse parce que déjà par rapport à la photographie, par rapport au dessin, on sait qu'il y a des pédophiles notamment qui renoncent à certaines pratiques en se masturbant sur des photos et puis d'autres au contraire qui recherchent encore plus d'enfants à partir du moment où ils regardent des photos. Donc ça dépend énormément des personnes. Les 2 attitudes sont possibles et ça va évidemment obliger à être très vigilant sur l'utilisation que les gens font de leurs machines. Mais n'oubliez pas que si les machines transmettent en permanence les données des utilisateurs aux fabricants, les fabricants finiront par bien connaître les habitudes des utilisateurs, donc les surveiller de près. Ce qui n'est pas rassurant du tout, évidemment. Bonsoir, merci pour vos interventions. Je me posais la question si on ne pouvait pas utiliser les robots sexuels ou même les partenaires fictifs dans le cadre de thérapie, de troubles psychologiques de la sexualité, ou même pourquoi pas l'éducation sexuelle pour remplacer la pornographie. Parce que je pensais à un exemple, on utilise la réalité virtuelle pour le
traitement des vertiges en fait, et ça marche vachement bien. Donc voilà, l'utilisation pour les thérapies comportementales et cognitives. Qu'en pensez-vous? Oui, bien sûr. C'est une possibilité. Bon, les robots sexuels, on en parle là aujourd'hui, mais pour l'instant, c'est quand même des machines. Hein. C'est des grosses machines qui ne sont pas très mobilisables, qui ne sont pas très sexy. Alors, les fabricants font beaucoup d'efforts sur l'aspect des téguments. Il y a un peu d'intelligence artificielle, etc. Mais c'est très, très grossier. Bon, bref, quand tout ça aura évolué, c'est pas la sexualité de demain, c'est peut-être celle d'après-demain, parce que pour que ça évolue, il faut que ce soit vendu, et pour l'instant, c'est quand même pas beaucoup vendu. Mais quand ce sera la sexualité d'après-demain, je pense qu'on pourra vraiment s'en servir, parce que c'est vrai que, bon, d'abord, il y a pas mal de gens qui sont tout seuls, parce qu'ils ont de telles difficultés sexuelles que ça les inhibe complètement pour faire une rencontre. Donc ça, c'est vrai que c'est une très bonne indication pour nous aider. Il y a un certain nombre de problèmes sexuels qui nécessitent dans nos thérapies d'avoir affaire à un couple et pas une personne. Or, très souvent, le couple dysfonctionne et la personne consulte seule. Donc ça pourra aider. Il y a les gens qui sont éloignés. Il y a bien sûr tout le monde du handicap. Hein. Aujourd'hui, être handicapé, c'est participer à la société. La sexualité des personnes handicapées, elle est acceptée, mais par quoi, par qui et comment? Il faut savoir quand même que la personne handicapée, s'il a recours à la prostitution, double peine, il risque une amende. Donc effectivement, je pense que ça pourra nous aider. Mais pas nous, peut-être 2 générations ou 3. Je vais peut-être faire un petit peu le mystique en citant Jean Kelevitch, l'amour ne veut rien savoir sur ce qu'il aime. Mais du coup, je me posais une question par rapport aux gens qui sont mariés ou qui aiment des personnages fictifs. Quels sont les effets psychologiques sur ces personnes, en fait? Qu'est-ce qu'ils aiment, en fait, vraiment? En fait, c'est ça ma question, en fait. Est-ce qu'ils aiment, même? Ce qui m'a beaucoup surprise au départ, c'est que j'avais l'impression que c'était des victimes d'une industrie aliénante, dans le sens où, effectivement, ce sont des jeux, hein, donc des jeux vidéo, qui génèrent presque des pulsions. Hein. On va retourner voir son amoureux. Il y a des événements qui sont créés en permanence avec des nouveaux dialogues, des nouveaux épisodes, des nouveaux vêtements aussi. Hein. Le personnage est habillé en fonction de la saison, de façon à ce que vous puissiez être en phase avec lui. Quand il fait froid, il a un manteau, etc. Donc, en permanence, la consommatrice est conviée à le retrouver dans un jeu vidéo où il y a sans cesse des systèmes de paiement. Et certaines vont jusqu'à dépenser 1000, 2000, 3000 euros, etc. Et je leur ai posé la question, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous faire avoir? Est-ce que votre besoin finalement compensatoire, peut-être la solitude, etc., ça n'arrange pas les choses? Est-ce que vous n'êtes pas tombé dans un piège? Et de façon extrêmement surprenante, toutes mes interlocutrices, sans exception aucune, m'ont répondu « Je veux être aliénée ». Alors elles utilisent en plus ce mot-là, « Je veux être aliénée ». Alors j'étais un peu surprise et j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que c'est que l'amour en fait. L'amour, c'est les manifestations de l'amour. Michel Boson en parle très bien dans Pratique de l'amour. Il dit la première chose, quand on veut initier l'amour, on confie à l'autre un secret. Et si la personne vous donne un secret, quelque chose de très intime en retour, l'amour se met en place. C'est pas un sentiment, l'amour en fait, c'est un acte. Et les autres actes qui suivent, hein, c'est donner à l'autre son emploi du temps. C'est-à-dire que l'autre est en permanence au courant de où vous êtes, qu'est-ce que vous faites, etc. Lui donner un t-shirt qui sent votre odeur, lui donner des choses que vous avez fabriquées vous-même de vos propres mains, de la nourriture, etc. Il y a une forme d'aliénation qui est simulée dans l'espace du jeu et qui permet à ces filles d'avoir l'impression que véritablement le personnage existe. Et l'autre chose qu'elles m'ont expliqué, c'est si j'arrêtais de payer, il mourrait, puisque le fabricant arrêterait les épisodes et arrêterait de faire vivre le personnage et arrêterait le jeu. Et donc, grâce à moi, un personnage peut continuer à exister. Donc c'est un système d'aliénation assez bien fabriqué, puisqu'on se sent utile, on est utile à quelqu'un, quelque chose qui n'existe pas, et en même temps,
on soutient à soi tout seul une industrie qui est une industrie qui collectivement vous permet d'avoir une identité légitime, dans le sens où quand on est seul et qu'on est stigmatisé, on n'est juste plus rien. Mais quand on est des millions à dépenser de l'argent, on représente à soi tout seul une part du PIB japonais, et le gouvernement finit par vous prendre en compte. C'est un peu ce qui s'est passé avec les mouvements LGBT, etc. C'est par l'argent qu'on finit par se faire reconnaître, en partie. Mais ça marche. Et donc ces femmes, à la fois sont aliénées, c'est-à-dire éprouvent des sentiments amoureux qui sont extrêmement proches de véritables sentiments amoureux pour un être humain, et à la fois, ensemble, font front contre une société qui voudrait les priver d'une raison d'être. Puisqu'au Japon, il faut savoir, plusieurs personnes politiques ont dit que les femmes seules étaient à charge, étaient improductives, et qu'il fallait faire une taxe sur les célibataires. Alors bonjour, moi j'avais une question donc, par rapport à la sexualité de demain, mais surtout aux enfants d'aujourd'hui. Donc, à votre avis, quelle doit être l'éducation qu'on doit donner à nos enfants vis-à-vis de l'évolution de la société actuelle? Et je serais très intéressée pour savoir quel est l'état de l'éducation sexuelle des jeunes japonais, pour savoir s'ils en ont une, si c'est un sujet qui est ouvert. Parce que moi, au collège, on avait tous eu une session de 1 heure entre filles, 1 heure avec les garçons. Et après, on est un peu laissé... on doit découvrir nous-mêmes notre direction sexuelle, notre orientation sexuelle, nos envies. Et on est un peu laissé à l'abandon, c'est vrai, dans cette société où tout nous est ouvert. Donc j'aimerais votre avis si on doit avoir des cours... On a de la cour de géologie, on a des cours sur les hormones. Est-ce qu'on devrait avoir un cours de sexualité, mais vraiment pas forcément seulement anatomique, mais aussi cette notion de plaisir partagé? Et voilà, quelle en est de l'éducation sexuelle aujourd'hui et demain? Alors, je peux parler un petit peu sur la France, mais pas sur le Japon. Alors en France, l'éducation à la sexualité, pour l'instant, c'est exactement ce que vous avez dit. On parle essentiellement de la santé sexuelle, entre guillemets, c'est-à-dire les maladies sexuellement transmissibles, le port du préservatif, les règles, etc. Souvent, c'est les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Il y a 3 heures obligatoires dans l'éducation nationale qui ont lieu au collège, et puis c'est un peu à la discrétion des profs, et souvent, ça passe... au panier. Il y a quand même beaucoup d'infirmières qui s'intéressent à cette question-là dans les collèges, qui sont à l'écoute des gamins qui viennent, mais ce n'est pas formalisé en tant que cours réellement. Sous la directive de l'OMS, en fait, il y a quand même tout un programme qui est en cours de réalisation, qui commence à se mettre en place, parce qu'on s'est rendu compte qu'à défaut d'éducation à la sexualité, en fait, les enfants étaient confiés à la pornographie. Et finalement, l'éducation sexuelle se fait face à des films, face à des images. Et face à ça, évidemment, il faut quand même qu'on recadre. Et je pense que c'est ça qui a été le déclic de ces initiatives qui sont faites. Et en France, on a un plan qui est un plan à 10 années, qui a commencé à se mettre en place l'année dernière, dans lequel finalement on va insister sur la sexualité, mais pas que ça aussi, l'hygiène alimentaire, le sport, etc. Mais en matière de sexualité, l'idée globale, c'est de former des étudiants pour que les étudiants aillent intervenir ensuite dans les collèges. Et il faut savoir que, par exemple, en fac de médecine, si on ne fait pas d'études spécialisées en sexologie, en andrologie, etc., on n'a quasiment pas de cours. Depuis quelques années, on parle de la dysfonction érectile parce que justement, c'est un truc de santé publique. On parle un peu des hormones, mais le comportement sexuel, la sexualité, on n'en parle pas. Donc là, l'objectif, c'est de faire intervenir des professionnels qui vont aller apprendre à des étudiants, lesquels, dans un deuxième temps, vont aller intervenir dans les collèges. Donc, ça va se faire petit à petit. Ceci dit, la sexualité, je crois qu'il faut en parler un peu à tout âge de la vie. Et c'est vrai que, oui, aux États-Unis, ils sont un peu en avance sur nous par rapport à ça.
ce que je vous disais tout à l'heure, expliquer simplement aux enfants qu'est-ce que c'est que les organes génitaux, donner quelques notions de son propre corps, à la limite de son corps, etc. Ça fait vraiment partie de l'éducation sexuelle. Et puis arrêter de dire aux jeunes, si tu fais l'amour, ou bien tu es enceinte, ou bien tu as une maladie. Il faut aussi leur dire que la sexualité, ça fait du bien. Et ça, il y a des âges pour ça. Et on raconte pas n'importe quoi à n'importe qui. On parle pas sexe, on parle sexualité, on parle organes, etc. Et de façon progressive. Mais du côté du collège, bon, voilà, c'est des plans qui sont en cours. Serge Tisseron. D'abord, un petit mot avant de répondre à cette question, sur la question précédente. Il ne faut pas imaginer l'introduction des robots dans vos vies comme l'introduction de machines qui vous seront vendues sous prétexte des services qu'elles vont vous rendre. On vous les vendra tout autant comme des machines que vous allez devoir éduquer progressivement. Il faudra que vous leur fassiez comprendre ce que vous voulez, ce que vous aimez, etc. C'est-à-dire qu'elles vont rentrer dans vos vies comme un animal domestique. Vous allez d'abord vous en occuper. Et c'est parce que vous allez vous en occuper que vous allez ensuite accepter une grande familiarité avec ces machines, et vous allez accepter finalement, probablement de ces machines, des tas de choses que vous n'auriez jamais imaginé accepter si vous n'aviez pas commencé par vous en occuper aussi bien. C'est comme ça qu'il faut penser le modèle d'introduction des machines dans notre intimité. Alors, s'agissant de la question sur les enfants, il faut bien comprendre que nos enfants ne sont que très, très, très partiellement nos enfants. Ils sont enfants du monde. C'est-à-dire aujourd'hui, en effet, on a parlé de la pornographie. Les enfants assez jeunes apprennent à fabriquer, à diriger des petits personnages virtuels. Entre le passage, il y a plus de complications, enfin, comment dire, il y a plus d'espace à parcourir entre s'occuper d'un vivant et s'occuper d'un personnage virtuel sur un écran qu'entre s'occuper d'un personnage virtuel sur un écran et s'occuper d'un robot physique dans l'environnement physique. L'essentiel du travail a déjà été fait. Les enfants qui gèrent des petits personnages virtuels acceptent sans du tout de difficulté que ce ne soit plus des créatures sur un écran, mais des petits robots dans une maison. Et puis n'oubliez pas aussi non plus que les enfants grandissent aujourd'hui dans un monde où il est beaucoup question de changement de sexe. Et d'ailleurs, on n'en parlerait pas autant, et ça ne se ferait pas autant si des générations n'avaient pas été habituées à changer de sexe sur Internet. Donc en fait, il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de changements avec lesquels nous nous sommes familiarisés, mais qui préparent des changements ultérieurs. Et le fait de devoir changer de sexe dans les réseaux sociaux ou dans les jeux vidéo depuis 20 ans, ça a évidemment préparé à changer de sexe dans la réalité. Et gérer des robots virtuels sur des écrans, ça prépare évidemment à gérer des robots dans la réalité. Alors à partir de là, oui, l'éducation sexuelle, mais vous savez, moi en 1970, je formais déjà des collégiens et des lycéens pour intervenir dans les établissements scolaires. Donc voilà, c'est pas nouveau. C'est-à-dire à chaque génération, il y a en effet des bouleversements qui nécessitent qu'on soit à l'écoute des jeunes et qu'on ne soit pas d'ailleurs ceux qui prétendent leur expliquer le monde, parce que notre monde est l'ancien monde et c'est eux qui comprennent et fabriquent le monde de demain. Agnès Giard. Oui, en fait, je pense qu'il faut toujours avoir il faut voir l'ambivalence des objets qui arrivent dans nos vies. Ce sont des objets qui sont à la fois le produit de systèmes qui sont des systèmes de coercition, de pression, d'influence, etc., parfois subliminales. C'est-à-dire on ne se rend effectivement pas compte, quand on commence à pianoter sur Internet, qu'on est déjà en train de s'habituer mentalement à certaines idées qui ne nous seraient pas venues spontanément. Donc oui, les objets sont à la fois finalement le produit d'une idéologie qu'ils véhiculent, et en même temps, on n'est pas totalement passif face à ces objets, donc il ne faut pas non plus avoir peur. Ce sont des objets qu'on peut utiliser pour se battre, pour lutter, et c'est par exemple ce que j'étudie en ce moment au Japon, comment les gens font pour faire changer la société avec des outils qui a priori sont des outils d'aliénation, et comment ils retournent le discours de l'aliénation en une sorte de miroir grossissant et parodique de la réalité qu'ils vivent tous les jours. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qui nous aliène le plus ? Est-ce que c'est de jouer à ces jeux vidéo qui nous font dépenser beaucoup d'argent ? Ou est-ce que c'est nos parents qui nous disent sans cesse « marie-toi » et puis « crève comme moi je crève » ? Parce qu'au fond, les parents, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont travaillé, enfin le père a travaillé toute sa vie, arrive à l'âge de la retraite,
pratiquement immédiatement, il meurt parce que, en fait, il n'a pas l'habitude de plus rien faire. Quant à sa femme, elle, ça fait depuis longtemps qu'elle avait des amants, des amis, etc. Elle s'en tire très bien sans son mari. Et les enfants n'ont jamais vu leur père. Bref, voilà, ça c'est un peu le modèle années 70. Les enfants n'ont pas envie de reproduire ça, et on peut les comprendre. Et ils se mettent à faire des jeux vidéo. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Je ne sais pas. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est, je crois, toujours voir qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'êtres humains, c'est-à-dire en tant qu'agents de notre vie, pour à la fois avoir de la distance, avoir un regard critique sur les objets et essayer d'influencer la façon dont ils sont conçus par les industriels, par les politiques, etc. Qu'est-ce que ces objets véhiculent? Est-ce qu'on peut le modifier? Est-ce qu'on peut le changer? Est-ce qu'on peut agir? Et puis d'un autre côté, qu'est-ce que des bricoleurs du dimanche peuvent faire de leur côté, ou des consommateurs à outrance par millions, etc. Quels phénomènes peuvent-ils générer à partir de ces mêmes objets qui sont des phénomènes de transgression, de subversion, etc. Donc la réalité est toujours un peu polysémique, c'est compliqué. Dans le public. Bonsoir. La phrase qui me vient en vous écoutant tous les trois, c'est la notion d'objet d'amour. On entendait depuis toujours cette phrase, être l'objet d'amour de quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, cet objet, il est vraiment devenu réel. Enfin, il le sera bientôt. Mais Monsieur Tisseron, vous avez évoqué tout à l'heure, en parlant des robots sexuels, de la dérégulation. Et je n'ai pas compris de quoi vous parliez. Quels sont ces enjeux? Merci. Alors, merci. Les technologies numériques, aujourd'hui, vous proposent des moyens pour mieux organiser votre vie. Bon, ça peut aller de l'agenda électronique jusqu'au fait de comptabiliser le nombre de pas que vous faites tous les jours, le nombre d'escaliers que vous montez. Et il y a même une appli pour voir si votre activité sexuelle est bien dans les normes. Voilà. Et donc, du coup, vous pouvez aussi, avec un peu de sophistication, porter un bracelet qui va mesurer votre tension artérielle, votre rythme respiratoire. Et donc, aujourd'hui, les gens qui veulent contrôler le plus possible leur vie intime, leur vie, leur mouvement, leur vie biologique, peuvent le faire beaucoup plus facilement que jamais, comptabiliser leurs calories en fonction du poids des aliments qu'ils mangent, etc. Aujourd'hui, le numérique permet à ceux qui veulent réguler leur vie de le faire mieux que jamais. Mais en même temps, le numérique, parce que c'est le numérique, il produit la pire des dérégulations qui soit, c'est-à-dire le fait que des machines puissent vous imposer leur rythme, et notamment dans les réseaux sociaux auprès des adolescents qui sont un peu perdus, voilà, qui sont submergés d'émotions, de sensations dans lesquelles ils ne se reconnaissent pas, qui ne savent pas comment gérer. Eh bien, les réseaux sociaux leur proposent de fonctionner sur le mode du ping-pong. Je reçois, je renvoie, je communique, on m'informe de quelque chose, j'informe mes copains de la même chose. Mais, idem dans les jeux vidéo, voilà, ping-pong, je tue, je suis tué, je repars au combat, etc. Une manière d'oublier finalement la nécessité de faire des choix personnels et de se conformer au rythme de la machine. C'est ça la dérégulation, c'est de se conformer au rythme de la machine. Ce n'est plus nous qui choisissons ce que nous faisons, la machine nous impose son propre rythme. Or, il faut bien voir que dès que les machines seront introduites dans notre intimité, eh bien ces deux logiques vont se retrouver. Il y a des machines qui nous permettront de mieux nous connaître, qui diront par exemple, ben voilà, depuis un mois tu as mangé tant de grammes de beurre, parce que tous les matins je t'ai vu, j'ai vérifié j'ai contrôlé ton réfrigérateur, c'est le web 3.0, voilà, le web des objets. Des objets sauront ce qu'il y a dans votre réfrigérateur en termes de confiture, de beurre, de ce qu'il y a dans vos placards en termes de farine, et ils pourront photographier ce que vous mangez, vous donner le nombre de calories et vous dire à un moment, ben non, il faut en manger moins. Mais en même temps, ces machines pourront vous faire des propositions toujours plus alléchantes, pour choisir un fournisseur de vêtements, un fournisseur de nourriture plutôt qu'un autre, parce que la recherche et développement en robotique coûte tellement cher que le seul moyen pour les roboticiens de s'en sortir, ça va être de faire des deals avec des fabricants de différents objets. C'est-à-dire le robot vous offrira un certain nombre de services gratuits, mais très vite, il va vous inviter à adhérer à des services payants. Et donc, c'est ce que j'appelle la dérégulation. C'est plus vous, comme je disais tout à l'heure, qui
serez amené à vous intéresser à quelque chose et à décider de le faire ou pas, c'est le robot, c'est votre machine familière qui sera de plus en plus performante pour vous le proposer avec une voix de plus en plus convaincante, des yeux quand il y en aura, de plus en plus persuasifs, voilà, et choisissant son moment où vous êtes le plus disponible, peut-être après une relation sexuelle réussie, voilà. Et donc ça, c'est une dérégulation au sens où la machine vous imposera sa propre régulation. Ce n'est plus vous qui régulerez votre vie, vous en aurez l'illusion, mais en réalité, c'est la machine qui pourra réguler votre vie, sauf si, bien sûr, vous en êtes conscient, c'est pour ça que je vous le dis, et que vous décidez que non, les machines n'ont pas à nous éduquer dans notre manière d'utiliser les machines. Mais déjà, hélas, c'est ce qui se fait, puisque vous savez que certaines machines prétendent éduquer nos enfants à la politesse. Certaines enceintes connectées récompensent les enfants qui posent poliment leurs questions. Bonsoir. J'ai l'impression, notamment par mon expérience sur les réseaux sociaux, qu'on est dans une époque où la sexualité est peu à peu, on va dire, désacralisée, avec la surconsommation de contenu pornographique ou simplement la facilité d'accès, ou alors simplement le fait que de plus en plus de personnes se dénudent, essentiellement des femmes, sur Internet sous couvert de liberté sexuelle, et que justement c'est quelque chose qui mène à, je vais dire, une forme de misère sexuelle également. Peut-être que vous avez peut-être pu y assister par votre expérience de médecin sexologue. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait expliquer les comportements, entre guillemets, de plus en plus extrêmes par rapport à la sexualité? Je pense évidemment à l'utilisation de robots, aux housses représentant des personnages fictifs qu'on utilise comme confort personnel pour faire son affaire, j'ai envie de dire. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut être relié à ce fait de surconsommer le sexe de manière générale ? Peut-être pas, parce que c'est d'autres formes de stimulation. La pornographie, c'est de la stimulation visuelle directe qui crée des fortes intensités d'excitation. Comme vous dites, c'est très facile, c'est très accessible. Le jeu, c'est quelque chose d'un petit peu plus élaboré. Le robot, c'est quelque chose qui est encore différent. Mais c'est vrai que ces trois comportements-là, finalement, peuvent amener à de la préférence. Et effectivement, il y a des gens qui finissent par... Moi, j'ai des patients qui me disent, vous savez, je suis tout seul devant mon ordi, ou moi je suis tranquille, elle me fait pas chier, je ne suis pas obligée de faire ceci, cela, je ne suis pas jugée. Et puis après, il y a les gens qui, à force d'avoir ces stimulations fortes, qui sont faciles et qui leur procurent du plaisir, ils n'arrivent plus finalement à rentrer dans une relation avec quelqu'un, parce que le niveau de stimulation n'est pas le même, parce qu'il faut être à l'écoute de l'autre, parce que ça entraîne beaucoup de complications, et c'est là qu'effectivement on a des dysfonctions sexuelles à cause de ça. C'est certain que ça peut poser problème, mais globalement, je ne sais pas, la plupart des gens, quand même, la pornographie, c'est quand même des milliards de clics à la seconde dans le monde. On n'a pas des milliards de malades de la pornographie. La pornographie, ça peut aider aussi quelquefois, à tous ceux qui manquent d'imagination, à tous ceux qui sont en panne dans leur désir sexuel. Quelquefois, ça peut aider. Après, il faut peut-être choisir ce qu'on regarde. Encore une fois, pas la machine des... Oui, c'est un sujet qui me tient très à cœur. Alors, ceux qui utilisent les housses, j'ai aussi travaillé dessus, et en fait, c'est vraiment des gens formidables. Donc, il faut arrêter de dire du mal et de croire que c'est de la misère sexuelle derrière. Donc, on les appelle des otaku, donc vous devez connaître le mot. Ça désigne des personnes qui, en fait, sont les membres de cette communauté contre-culturelle très forte qui s'est constituée au Japon. Et qui a énormément grossi au moment de la crise économique qui empêche les hommes d'aller sur le marché matrimonial. Mais les otaku aussi, il faut savoir, sont des personnes qui remettent en cause le système dans son ensemble, pas uniquement parce qu'ils sont les premières victimes de la crise économique, parce qu'ils n'ont pas des très bons boulots, parce que les filles, du coup, les trouvent pas intéressants, ce ne sont pas des bons partis, etc. Ce sont aussi des personnes qui ont une forme d'ironie qui se manifeste par l'utilisation de produits qui sont des produits
parodique, c'est-à-dire qui renvoie à la société en miroir ce que la société édicte comme étant bien ou mal. La société dit que la femme idéale doit être soumise. Donc eux fantasment ou font semblant de fantasmer sur des très jeunes filles totalement soumises. Et bien évidemment, ces jeunes filles sont des coussins, c'est encore plus soumis, c'est très pratique. Alors, est-ce qu'il faut prendre ça au sérieux? Non. Bien évidemment, il s'agit pour eux d'une manière de revendiquer le statut de sous-mâle avec orgueil. Alors pourquoi sous-mâle? Parce que bien évidemment, ceux qui n'ont pas réussi à épouser une femme sont considérés comme des lopettes de dernière zone. Les médias japonais utilisent des termes qui sont extrêmement insultants à leur égard et les désignent comme finalement les perdants de la société. Il leur faudrait une bonne guerre, en gros. Alors, ils ont développé ces produits et aidé les industriels à les développer, parce que ce sont des prosumers et non pas des consumers, des prosumateurs, pour montrer qu'il y a moyen peut-être de mettre en place un autre système. Un système dans lequel l'homme n'est pas forcément plein aux as et l'homme ne va pas forcément entretenir une femme et l'obliger à rester à la maison pour qu'elle s'occupe des enfants. C'est pour ça qu'ils utilisent ces outils. Je trouve ça très intéressant comme démarche. C'est une démarche ironique. Au lieu de sortir dans la rue, et au Japon, d'une manière générale, vous devez le savoir, les gens ne sortent pas dans la rue, ils ne manifestent pas. Les femmes ne montrent pas leurs seins, par exemple. Les féministes, là-bas, ne font pas ce genre de choses. Elles préfèrent s'habiller en poupée et parfois même se mettre des bâillons-boules dans la bouche pour se promener dans certains quartiers. C'est ce que j'ai vu, pour renvoyer en miroir aux hommes l'image de la femme idéale de façon parodique. Vous voulez des poupées qui ne parlent pas? Voilà. Et je pense que les otaku sont des féministes. Et est-ce que c'est une ironie qui est consciente ou est-ce que c'est par devers eux qu'ils expriment quelque chose de la société? Alors, c'est très difficile de leur faire avouer parce que leur stratégie est toujours indirecte. Ils refusent de dire qu'ils se battent, ils refusent de dire qu'ils font partie d'une communauté qui milite, etc. Mais oui, bien évidemment, quand on observe la façon dont ils communiquent entre eux, tout est ironique et tout renvoie, même si c'est profondément émotionnel, même si leur relation au personnage fictif est véritablement imbibée d'émotions, c'est une émotion qui est mélangée avec une bonne dose de... Parce que c'est ça qui ferait la différence entre la misère sexuelle et l'attitude, on va dire, de révolte. En fait, ils s'auto-parodient en déchets, en produits de la misère sexuelle. Ils se mettent en scène comme des losers totaux. Vous voyez ce que je veux dire? Ils exagèrent. Et il ne faut pas tomber donc dans le piège. Moi, je me demande si je vais continuer à venir aux conférences parce que je me dis que je ressens de plus en plus un décalage, comme je l'ai ressenti dans mon propre domaine, qui est l'urbanisme, où dans les années 30, si vous voulez, il y a eu beaucoup de théories qui sont sorties liées au progrès technologique qu'il y avait dans le bâtiment et qui donc nous faisaient voir la révolution des villes que nous avons produites depuis, n'est-ce pas? Les grands ensembles, les lotissements, les villes nouvelles, etc., les autoroutes, les voies urbaines, etc. Et à quoi on revient aujourd'hui? On revient à des villes historiques qui sont de plus en plus prisées, où les prix flambent, et on continue, on revient à la marche à pied, au vélo, le bus, même des transports d'enfants comme Hungersheim tirés par des chevaux, etc., etc. C'est-à-dire, moi, je me demande si quelque part, j'étais à une conférence sur la question de la mobilité il n'y a pas longtemps, et on disait, mais en fait, on s'aperçoit que très souvent, on réinvente des choses. On croit qu'on est en train d'inventer un monde tout nouveau, mais en fait, on se réapproprie peut-être quelque chose qui existait, et on lui retrouve des qualités qu'on modernise. Et je me demande si, dans tout le sujet que vous avez abordé, on n'est pas un peu dans ce problème, c'est-à-dire que
Oui, on va procréer complètement différemment. Oui, on a de la technologie pour faire plein de nouvelles choses. Mais au fond, est-ce qu'on ne devrait pas, puisqu'on parlait d'éducation, peut-être parler un peu de poésie, un peu d'humanisme, un peu de philosophie, etc. Enfin, j'ai l'impression que on veut éduquer nos enfants, qui nous éduquent d'ailleurs, parce que ça aussi c'est un phénomène nouveau. Avant, une génération, c'était 30-40 ans, et entre mon grand-père et mon père et moi, bon, bah, il y a eu une certaine différence, mais bon, on l'a bien assumé. Alors que maintenant, moi-même, j'ai vécu peut-être 3 générations de culturelles, quoi, on va dire. Donc, je pense qu'il y a à réfléchir, les gens qui veulent faire la prospective, sur aussi comment... on parlait des racines tout à l'heure, oui, c'était à la conférence d'avant, comment aussi partir de ce qu'on est actuellement, réellement. Est-ce que qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, mais il y a aussi des bonnes choses, et qu'est-ce qu'il faut surtout essayer de préserver, comme on a su préserver, par exemple, nos villes historiques. Je ne sais pas si je bien Est-ce fait un qu'il y aura parallèle. toujours des vieilles villes de la sexualité? Non, mais ça, c'est les fondamentaux de la sexualité qui ne changeront jamais. C'est la rencontre, c'est le sentiment, c'est l'échange, c'est le partage, c'est le toucher. C'est ce qui fait qu'on va réagir à telle personne et pas à telle autre, qui fait qu'on peut passer des moments merveilleux, et ça existera toujours. C'est ça la vieille ville, c'est ça qu'il faut préserver. Oui, le pari qu'on peut faire, c'est un pari optimiste, mais moi je le fais volontiers, c'est que, encore une fois, plus les possibilités s'élargiront, plus les gens pourront avoir envie d'explorer des possibilités qui ne sont justement pas remplies par les machines. C'est-à-dire, à partir du moment où vous serez peut-être libéré d'une urgence sexuelle par une machine, eh ben, vous aurez plus de disponibilité pour parler avec quelqu'un qui est peut-être qui est moins disposé à la sexualité que vous, alors que si vous n'aviez pas eu la machine, vous n'auriez pas supporté de passer un long moment avec une personne moins disponible à la sexualité que vous. Vous n'auriez eu qu'une idée en tête, c'est lui sauter dessus. Bon, mais si votre sexualité est avec une machine, peut-être que vous avez la possibilité de découvrir d'autres espaces relationnels qui ne seront plus soumis à cette pression. Alors, par ailleurs, je pense qu'il faut bien être conscient du fait que dès qu'on parle de dérégulation, dès qu'on parle de risque de s'habituer à ces machines, de remplacer ces machines par des humains, etc., il faut se rendre compte que la manière dont nous régulons aujourd'hui notre consommation de smartphones, notre consommation d'écran, eh bien, c'est encore la meilleure manière de nous préparer et de préparer nos enfants au monde de demain. C'est-à-dire que les machines que nous avons déjà dans les mains sont des machines qui compliquent énormément la gestion de notre vie sociale et enfin de proximité, et également souvent notre capacité à en rester le maître. Donc mieux vous gérerez aujourd'hui là, ce jour, aujourd'hui, ce soir, demain, vos outils numériques, et bien mieux vous vous préparerez à gérer demain des robots ayant des compétences que vous aurez envie d'utiliser, mais qu'il vous faudra arriver à utiliser de manière raisonnable et conforme à vos intérêts à long terme, et pas seulement à vos désirs à court terme. On va prendre l'avant-dernière question. Oui, alors si justement, en fait, le robot n'était pas un palliatif à une misère sexuelle, mais si je pouvais avoir les deux, si je pouvais avoir un robot sexuel et avoir des sentiments pour une femme sans avoir aucun rapport sexuel avec elle, est-ce que je serais encore en couple? S'il y avait d'un côté le robot pour la sexualité et de l'autre l'être humain pour l'amour, est-ce qu'on pourrait encore parler de couple? C'est ça, hein, je n'ai pas trahi votre propos. C'est jamais tout ou rien. Non, les choses sont beaucoup plus compliquées. Non, parce que les relations vont de plus en plus se compliquer. Vous savez, il y a de plus en plus de couples cohabitants, de couples non cohabitants.
parce que les employeurs nomment la femme quelque part, et les femmes ont envie de travailler, elle est nommée quelque part, le mari il est nommé ailleurs. Les femmes ont renoncé beaucoup jusqu'à maintenant à leur carrière pour suivre leur mari. Bon, c'est peut-être pas évident que ça continuera toujours, parce que la carrière du mari, elle peut être aussi brutalement interrompue par le fait que la boîte dans laquelle il est rachetée par une boîte américaine qui trouve bien de licencier la moitié des gens, quelles que soient leurs compétences. Donc il y a de plus en plus de couples non cohabitants. Et il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent via Skype ou les réseaux sociaux. Donc il faut comprendre que les robots sexuels pourront être intégrés dans cette nouvelle économie familiale. Mais il ne faut pas penser les choses uniquement en fonction de ce qu'est la famille aujourd'hui. Avec le développement du télétravail, le déplacement des personnes, plus rien ne sera pareil. Donc des choses qui paraissent un peu des pièces rapportées ou des pièces collées aujourd'hui s'intégreront beaucoup mieux dans un monde différent. Carole Burté. Et puis la notion de couple. La notion de couple en soi, c'est quelque chose qui est assez moderne. Il faut voir qu'avant, les couples, entre guillemets, se formaient sur des alliances entre les familles. La notion du couple amoureux, éternel pour la vie et tout, c'est un truc qui est... on va dire le début du XXe siècle, ça commençait à peu près à ce moment-là, mais c'est quelque chose qui est évolutif. Alors pourquoi pas un couple qui s'aime et puis une sexualité ailleurs, différente, autrement, robot ou pas d'ailleurs. C'est tout à fait concevable. Marie-Hélène Colson, dernière question. Moi, je voudrais poser une question à Monsieur Tisseron. Vous avez dans votre propos, bon, je vais un peu caricaturer, hein, mais dans votre propos, à un moment donné, vous dites, bon, ben voilà, il y a des tas de changements qui sont à l'œuvre, et ben, il faut qu'on s'habitue. Hein. Il faut qu'on arrive à se mettre en phase avec tous ces changements, tout ça. Et vous avez parfaitement raison. Mon inquiétude, c'est pour pouvoir s'adapter à des changements aussi profonds de notre société, il faut être résilient. Le problème, c'est que d'abord, tout le monde n'arrive pas à être résilient. Et puis, comment est-ce qu'on va construire notre capacité de résilience dans un monde où on a de moins en moins de contacts humains? Et la résilience, on sait qu'on la tisse dans nos rapports avec les autres. Comment on va construire ça dans un monde où on est de plus en plus replié sur soi et en contact, finalement, je caricature, mais en contact exclusivement avec la machine et tout ça. Voilà, donc c'est une question sur la réflexion. Comment construire notre résilience future ? Je ne suis pas certain qu'on ait de moins en moins de contacts humains. Il y a une étude qui est faite par Médiamétrie en 2016 qui m'avait beaucoup impressionné sur les fameux millénials, ceux qui vivent avec leur téléphone mobile du matin jusqu'au soir. Et l'étude montrait qu'en effet, ces personnes-là, âgées en moyenne entre 20 et 35 ans, allaient plus souvent au cinéma avec leurs amis, mangeaient plus souvent au restaurant avec leurs amis, allaient plus souvent dans les musées avec leurs amis. C'est-à-dire que le fait qu'ils aient beaucoup d'interactions via les réseaux n'excluait pas qu'ils aient en même temps plus de relations en proximité physique, ce qui se comprend. Vous décidez de voir un ami en prenant votre agenda, c'est un rendez-vous dans 1 mois et demi, mais si vous avez une grande mobilité et que chaque fois que vous passez pas loin de chez lui, vous lui envoyez un SMS en lui disant est-ce que tu es disponible à déjeuner, il y a bien un jour où vous allez très vite tomber sur une date. Voilà. Donc le fait d'interagir en sollicitant les gens constamment dans l'instant présent fait qu'on peut finalement avoir plus de relations en présence physique. Donc je ne suis pas certain qu'on ait moins de relations en présence physique. Le problème, il est peut-être différent. Il est que nous n'en profitons pas. C'est-à-dire qu'on peut être en présence physique, mais être tous les deux devant un écran, ou tous les 3, ou tous les 4. Là, c'est un problème. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on garde des écrans pour les moments où on est tout seul, et que dès qu'on est avec d'autres, on les arrête. Mais parce qu'on a beaucoup de moments de proximité physique, si ce n'est qu'on ne l'exploite pas, on ne l'utilise pas. Vous savez, c'est tout l'objet de la campagne actuelle. C'est d'inviter les gens à profiter le plus possible de leur contact humain de proximité dès qu'ils en ont l'opportunité. Et on peut penser que si on apprend à le faire aujourd'hui avec les écrans, on le gérera bien mieux demain que les robots. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on rame, et puis il y a toujours à nouveau des adaptations à faire. C'est vrai que ça, c'est déprimant. Mais le côté quand même exaltant, c'est que plus on rame aujourd'hui pour s'adapter au monde d'aujourd'hui en restant humain, et bien mieux on sera prêt à s'adapter au monde de demain en restant humain. Alors, il a été tellement assidu qu'on lui attribue la dernière question du forum de cette édition.
Oui, donc une question qui va un petit peu, même si c'est très différent, elle va un peu dans le même sens que l'avant-dernière question. Donc est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a vraiment un vrai problème de dysfonctionnement entre des relations entre les humains? Donc c'est-à-dire un manque de communication, de compréhension, de respect, d'amour, de bienveillance, ce qui fait qu'on va passer si facilement, on va se réfugier si facilement vers une machine, vers de l'intelligence artificielle qui est rudimentaire. Donc je rappelle qu'on est au balbutiement, donc là on a tellement de gens qui se réfugient vers ça, alors que ce serait l'équivalent pour les premiers modèles de voitures qui roulaient à 3 km à l'heure. Donc imaginez ce qu'il y aura quand on aura quelque chose de beaucoup plus performant. Donc on aura tous les gagnes sans les contraintes. Donc on a vraiment des robots de qualité, des machines de qualité. Donc vous pensez qu'il y a vraiment un dysfonctionnement entre les relations humaines, c'est-à-dire manque de respect, de bienveillance, de compréhension, de se comprendre les uns les autres pour mieux échanger, un peu comme les molécules qui sont harmonieuses. Celles qui restent en harmonie, c'est parce qu'il y a un échange important et harmonieux les unes avec les autres. Celles qui se désintègrent, c'est parce que l'échange est faible ou parce qu'il y a un acide qui est là, ou une base, ça dépend des molécules, et qui va les désintégrer si facilement. Donc du coup, le peu qu'il y a de technologie, on voit déjà la demande qui est énorme. Donc comment on va résister face à quelque chose de beaucoup plus puissant que ça? Donc est-ce qu'il manque peut-être ces valeurs-là les plus importantes? Compréhension, amour, respect, bienveillance, compassion vis-à-vis de l'autre pour nous maintenir ensemble. Merci. Alors, mes collègues vont avoir d'autres choses à répondre, mais c'est un problème de choix de société. À l'Institut pour l'étude des relations robots, on dit toujours, voilà, on est à un carrefour. Regardez l'automobile au début du XXe siècle, elle n'était pas obligée d'évoluer comme elle a évolué. Des véhicules toujours plus puissants, toujours plus polluants, toujours plus monstrueux, avec toujours plus de chrome, pour évoquer je ne sais quelle fantaisie féminoïde, des machines qui pesaient des tonnes. Voilà, c'était pas obligé que ça évolue comme ça. La voiture d'emblée aurait pu évoluer vers un modèle beaucoup plus convivial, pourquoi pas, de partage de véhicules, beaucoup plus économique, moins polluant. Mais c'était un choix de société, c'est-à-dire que l'État n'a rien fait pour contrôler les industriels de l'automobile. Et les industriels de l'automobile ont vendu quoi? Ils ont vendu du rêve. Ils ont vendu du rêve de puissance. Ils n'ont pas vendu les choses dont l'humain avait réellement besoin, ils ont vendu les choses dont l'humain rêvait. C'est exactement la même chose avec les robots. Vous avez aujourd'hui des industriels qui fabriquent des robots pour vendre du rêve, et ce rêve, c'est quoi? C'est le rêve de trouver quelqu'un qui nous comprenne, qui nous aime, enfin, qui nous donne raison dans tout ce qu'on dit, qui nous écoute, voilà. Et ça, les industriels vont savoir de mieux en mieux le faire. Mais c'est le piège de l'automobile, toujours plus grosse, toujours plus chromée, toujours plus polluante, c'est le même. Si ce n'est que ce n'est pas la rêverie de puissance qui est flattée, c'est la rêverie d'être enfin compris, écouté, voilà, un robot empathique, c'est absurde, mot absurde, mais c'est ça. Mais vous avez un autre choix possible. Ce sont des machines qui permettent de socialiser les humains. Et d'ailleurs, on voit bien qu'avec les réseaux sociaux, vous avez les deux possibilités. Et donc, il faut militer pour des machines, des robots qui favorisent les contacts entre les humains et pas des robots qui prétendent remplacer les humains, surtout pas au niveau de désirs narcissiques qui sont condamnés à n'être jamais satisfaits. Un désir sexuel peut être satisfait, désir narcissique, il n'est jamais satisfait. On a beau vous dire tous les matins que vous êtes le plus beau, très vite, ça ne vous suffit pas, parce que vous vous doutez quand même que peut-être vous n'êtes pas tout à fait le plus beau, donc il faut que vous le dire encore plus fort, encore mieux. Voilà. Donc on est vraiment au carrefour, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des débats comme ça. Il faut que la robotique devienne un enjeu de débat public, beaucoup de gens le disent, mais ce que je dis de plus, c'est que le choix est entre des machines qui nous flattent, qui flattent de plus en plus notre ego, modèle commercial assuré, et puis des machines qui favorisent les relations entre nous, pourquoi pas comme médiateur, mais pourquoi pas aussi comme médiateur sexuel, favoriser une rencontre sexuelle, diversifier une rencontre sexuelle entre deux personnes, pourquoi pas. Mais vous voyez, des robots qui créent de la socialisation, qui favorisent la socialisation. Agnès Giard, puis Carole Hurté, le mot de la fin. Oui, je suis toujours un peu énervée de voir que mon discours est compris à l'envers. J'ai essayé d'expliquer, mais apparemment très mal, que le besoin qui s'exprimait de la part notamment des femmes japonaises était non pas un besoin de personnages fictifs, mais un besoin de nouvelle société dans laquelle les femmes pourraient enfin être en couple avec des hommes sans renoncer à leur métier, à leur indépendance, à leur vie, etc. Ces femmes-là utilisent les jeux vidéo
parce qu'elles ne peuvent pas se mettre en couple avec un garçon qu'elles pourraient aimer. C'est pour ça qu'elles font ces jeux vidéo. Donc, encore une fois, le besoin, il est humain derrière. On utilise des outils parce qu'on a des besoins qui sont généralement des besoins de chaleur, d'amour, de tendresse, etc. Moi, peut-être que j'ai trop confiance, mais j'ai l'impression que même si effectivement des industriels sont derrière, des scientifiques, des roboticiens qui ne réfléchissent pas forcément aux sous-entendus de la robotique, lorsqu'ils la font par exemple toujours plus performante, toujours plus réaliste, toujours plus rentable, ils reproduisent un schéma de l'humain qui est un schéma absolument effrayant. On peut les aider à réfléchir et à mettre en place, par exemple, des robots qui seraient non pas efficaces, mais inutiles, toujours en demande d'aide, etc. Ça c'est intéressant, ça permettrait peut-être de renverser un peu les perspectives. De quel type de machine avons-nous besoin? Qu'est-ce qu'on veut faire avec? Il faut évidemment toujours discuter, mettre en place des débats publics autour des produits qui sont lancés sur le marché. À l'heure actuelle, on est juste effectivement passif par rapport à beaucoup de produits qui sont vendus et qu'on essaye de se réapproprier tant bien que mal. Peut-être que s'il y avait plus de débats publics autour des nouvelles technologies, ça permettrait aux concepteurs de se remettre un peu en question. Mais voilà, malgré tout, on est humain, on est des agents, on a un sens critique par rapport aux objets, on est aussi un peu en partie responsable. Et si on veut être aliéné par l'objet, on ne l'est jamais de façon totalement inconsciente. Peut-être que ça correspond aussi à un besoin. Je prends l'exemple de l'alcoolisme. Les gens qui sont alcooliques sont peut-être des personnes qui boivent pour ne pas se suicider. D'une certaine manière, elles atteignent un équilibre. Les personnes qui achètent des téléphones portables et qui l'utilisent frénétiquement ont peut-être besoin d'exprimer quelque chose à travers ça. Il y a 3 types de langage. Le langage verbal, le langage corporel, et puis tous les objets dont on s'entoure qui parlent à votre place et qui disent des choses sur vous. Je pense que c'est aussi important de prendre ça en compte. Carole Burté. Oui, alors je vais finir par le positif et je partage tout à fait cette opinion. L'humain, il est au cœur du système et même dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, on se fait des amis. Partout, il y a des petits loves, on s'aime. Et c'est vrai, quand on voit les jeunes qui sont attablés là, et puis chacun a son portable, si vous les étudiez bien, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils montrent à l'autre. Tu as vu, j'ai vu ça. Alors certes, ils se mettent en scène, certes, il y a ce côté image qui est prépondérante, mais derrière, il y a quand même du lien social. Et tout ce qui est fait aujourd'hui, je ne sais pas, penser par exemple, je ne sais pas, les sociétés qui vous louent des chambres chez l'habitant à droite, à gauche, bah, finalement, ça fait rencontrer des gens. Donc moi, je suis pas pessimiste par rapport à ça. Et quant à l'adaptation aux nouvelles technologies, il n'y a qu'à voir ce qui se passe avec les ordinateurs. Les ordinateurs, il y a 15 ans de ça, c'était marginal, personne n'en avait. Aujourd'hui, qui est incapable dans la salle d'envoyer un mail? Personne. Et on envoie des mails pour quoi faire? Pour parler aux copains. Donc l'être humain, moi je crois vraiment qu'il reste encore au cœur du système. Et quand on aura tout essayé, tout vu, utilisé toutes les pratiques, et notamment sexuelles, finalement, je reste convaincue que c'est ça qui va rester. Alors avant de remercier nos orateurs, de vous remercier à vous aussi, on a oublié de remercier quelqu'un, ou plusieurs personnes d'ailleurs. On ne connaît pas leur visage, on ne connaît pas leur nom, on ne sait pas si ce sont des hommes, des femmes, on ne sait pas s'ils peuvent nous faire un coucou sur l'écran derrière, mais ce sont les vélotypistes qui nous ont accompagnés depuis la conférence inaugurale jusqu'à maintenant, et on les remercie parce que c'est un travail qui est éprouvant. Et je voudrais remercier l'artisan de cette 10e édition du Forum européen, Aurélien Belwalid, qui a tout fait, et c'est le seul qu'on n'avait pas remercié. Merci, donc merci à nos 3 orateurs qui nous ont fait l'honneur d'être là, et merci au public qui nous suit chaque année, et bien entendu, on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 11e édition. Merci à vous.